À cause d'un seul mensonge, une fille est morte en combattant un dieu démon pour finalement se réincarner en l'arrière-arrière-petite-nièce de son frère. La vérité éclate enfin 80 ans plus tard. Voici Hilde de Laxia, le génie reconnu de tout l'Empire. Avant même ses 17 ans, elle était déjà au sommet de son art en tant qu'épéiste magique. À 20 ans, grâce à son talent magique hors du commun, elle est devenue la maîtresse de la tour de la magie, la fierté incontestée de la famille ducale de Laxia. Elle a accompli tout ça sans jamais hésiter une seule seconde. Son nom résonnait sur tout le continent et les Laxia sont devenus la famille ailée la plus illustre de l'Empire. Le pouvoir de l'Empire et de la tour de la magie entre ses mains, sa vie a atteint son apogée le jour où elle a dégainé l'épée sacrée, un véritable miracle. L'empereur en a profité pour lui ordonner de prendre la tête de l'armée et d'accomplir la mission finale, sceller le dieu démon. Mais cette bataille, qui aurait dû asseoir définitivement son statut, a été déconseillée par son frère, Léon. Il trouvait la mission bien trop dangereuse. Léon, lui, préférait de loin que sa sœur trouve l'amour. Dommage que son type idéal soit tout simplement introuvable. D'abord, il devait être attentionné et drôle. Et bien sûr, maîtriser l'épée et la magie. Ah, et pour le statut, au minimum un duc s'il vous plaît. En entendant ça, le visage de Léon s'est assombri de plus en plus. Peu importe, tout ce qu'il voulait, c'était que sa sœur soit heureuse. Il l'a supplié de renoncer à cette mission périlleuse. Aux yeux du monde, Léon avait une attitude presque sévère. Mais en réalité, il gardait toute sa tendresse pour sa famille, et il était l'une des rares personnes à vraiment chérir Hill. Les attentes des gens sont comme une pièce à deux faces. Dès que le respect s'effondre, il se transforme en une condamnation sans fin. Hill a poussé la porte et a pris un bébé dans son berceau. En le berçant doucement, c'était l'enfant de son frère, Léon. Pour la survie de la lignée, Hill a décidé qu'elle devait se battre pour eux. Elle allait leur créer un avenir sans danger en scellant définitivement le dieu démon. Malheureusement, l'intensité de la guerre a largement dépassé tout ce qu'elle avait pu imaginer. La magie du dieu démon était comme un feu de l'enfer lui brûlant la peau. À ses oreilles parvenaient les cris déchirants de son disciple Flamme. À ce moment-là, Hill a simplement regardé l'Empire derrière elle. Son regard a traversé le vaste champ de bataille, comme si elle voyait sa famille prospère. Et son neveu encore à l'abri dans le château. L'instant d'après, à seulement 21 ans, Hill a sacrifié son propre corps pour tenir sa promesse envers l'Empire. Seule la promesse faite à son frère de revenir saine et sauve s'est complètement perdue dans les pages de sa propre légende. Au moment où ses souvenirs se sont figés, Hill a ouvert les yeux et a découvert un endroit totalement inconnu. Pendant un instant, elle n'a rien compris. N'était-elle pas morte en emportant le dieu démon avec elle? C'est là que les runes gravées à ses pieds ont attiré son attention. Même si la forme du cercle magique était un peu différente, c'était sans aucun doute une magie de collecte d'âmes. Serait-ce l'œuvre du culte des ténèbres? Alors qu'elle réfléchissait, un cri furieux a retenti derrière elle. Un visage, portrait craché de son frère Léon, est apparu devant elle, il marmonnait des trucs, l'air mécontent de sa disparition soudaine. Il a levé la tête, perplexe, avant de réaliser. Il ressemblait énormément à son frère. Mais ce n'était certainement pas Léon. Voyant Hill assise par terre, l'air complètement paumé, le garçon a soupiré. Il l'a attrapée et l'a relevée d'un coup, lui disant de ne pas être impoli devant la tombe de sa grand-tante et de ne plus jamais fuguer. Une avalanche d'informations qui a fait apparaître un énorme point d'interrogation au-dessus de la tête de Hill. Le garçon l'a mise sur le dos d'un âne puis s'est retourné vers la pierre tombale. « Excusez-nous du dérangement, grand-tante. Je reviendrai vous voir avec mon frère. » À ce moment-là, des habitants sont arrivés avec des lanternes au cimetière et, en voyant le jeune maître et la demoiselle sains et saufs, ils ont poussé un grand soupir de soulagement. Hill fixait le garçon qui ressemblait tant à son frère, avec les cheveux argentés caractéristiques de la famille Laxia. Après un moment, elle a tenté de prononcer un nom. Redit Laxia, le garçon, appelé par son nom complet, l'a immédiatement reprise « Appelle-moi grand frère, c'est tout ?» Et là, il a enfin compris, son propre nom était gravé sur cette pierre tombale. Même si c'était dur à avaler, il a dû accepter le fait qu'elle s'était réincarnée dans le corps d'une de ses descendantes. La famille Laxia avait pour tradition de donner aux plus jeunes les noms de leurs ancêtres. Une sorte de dicton du genre « les rois partent chez les premiers », ce qui semblait avoir une signification symbolique. Elle s'apprêtait à demander en quelle année ils étaient quand le croassement d'un corbeau l'a fait sursauter. Le robuste Redis s'est moqué de Hill, qui avait maintenant l'apparence d'une enfant. Dans sa vie passée, les alentours du manoir étaient pavés de pierres magiques scintillantes. Mais maintenant, tout était plongé dans l'obscurité. Pour que les enfants et les jeunes femmes puissent se promener en toute sécurité dans le domaine, elle avait acheté toutes ces pierres hors de prix. Ça lui avait coûté une fortune. Mais aujourd'hui, plus la moindre trace de ces pierres n'est magique. En entendant ça, Rhodis est resté silencieux un instant.
Elles ont probablement été vendues peu bien avant notre naissance. Rudi a pris la main de sa sœur. Peu importe, rentrons manger. Il a baissé la tête. Elle a décidé d'observer la situation pour le moment. Mais en arrivant devant la maison, elle a eu un nouveau choc. Le château, autrefois magnifique, n'était plus qu'une ruine. Contrairement à Redis, qui était tout excité, il était tellement choqué qu'elle ne pouvait plus dire un mot. En regardant les portraits des ancêtres sur le mur, comment la famille avait-elle pu en arriver là? La famille glorieuse qu'elle avait bâtie de ses propres mains semblait s'être complètement évaporée avec le temps. C'était peut-être trop d'informations d'un coup. Il s'est effondré par terre. Alerté par le bruit, son autre grand frère est arrivé en courant et a demandé à Redis ce qui se passait, mais Redis était tout aussi perplexe. Comment ça se fait qu'elle s'endorme dès qu'on rentre? C'est alors que le ventre de Hill s'est mis à gargouiller. Les frères ont éclaté de rire. On dirait bien qu'il fallait se dépêcher de préparer le dîner. Mais le comportement étrange de sa sœur laissait tout de même Rudi un peu songeur. Après 80 ans, il a fallu beaucoup de temps à Hill pour accepter cette nouvelle réalité. 80 ans plus tard, la famille mangeait du pain dur comme de la pierre et une soupe tellement diluée qu'elle n'en avait que le nom. La seule chose à peu près bonne, la confiture d'abricot, était aussi presque finie. Il a regardé les deux garçons, Rudi, qui ressemblait tant à son frère Léon, et l'aîné, qui s'appelait apparemment Michel. Pour survivre, ils avaient vendu presque tout ce qu'ils possédaient. On dirait bien que c'est la fin des haricots, pensa-t-elle. C'est là que Redis, ignorant les protestations de Michel, a quand même rappelé à Hill qu'il savait qu'elle voulait vraiment participer au tournoi d'escrime. Mais la famille avait désespérément besoin de l'argent du prix pour rembourser ses dettes. Le petit boulot du grand frère était loin d'être suffisant. En entendant ça, la mâchoire de Hill s'est de nouveau décrochée. Une dette d'1 million? Michel a doucement rassuré sa sœur. Pour ce tournoi, c'est ton deuxième grand frère, Reddy, qui va participer. Son grand frère n'a clairement pas les moyens de payer les frais d'inscription exorbitants pour une deuxième personne. Hill, ne sachant que répondre, se lève et s'apprête à retourner dans sa chambre. Dans le château, en pleine nuit, Hill monte les escaliers qui craquent et un rire étrange lui échappe. Oh mon Dieu! Que quelqu'un me dise ce qui a bien pu se passer en 80 ans. La servante, pourtant costaude, est morte de peur, craignant que sa maîtresse ait perdu la tête. Hill s'effondre sur son lit, pensant à sa réincarnation mystérieuse, à la vie difficile de Redis et Michel. Elle est complètement paumée. Elle ne peut que passer ses nerfs sur son lit. Impossible de prédire 10 ans de changement, alors imaginez 80. Tous ses anciens amis ont disparu. Son frère, Léon, est mort depuis bien longtemps lui aussi. Sa promesse de revenir saine et sauve a 80 ans de retard. À l'époque, son frère et son neveu, qui n'était encore qu'un bébé, Théos est tous si fiers d'elle, cette fois encore, elle n'abandonnera pas sa famille. Mais alors, pourquoi s'est-elle réveillée dans un cercle de magie noire? Il ne connaît que trop bien la magie de l'ordre des ténèbres. Elle a passé sa vie à la combattre. Incapable de trouver une réponse, elle ne peut que maudire son frère Léon en le traitant d'idiot. Pendant ce temps, Redis entre dans le bureau et fronce les sourcils en voyant Michel encore au travail. « Il est tard, ne te surmène pas. » Redis, tu devrais emmener Hill à la capitale. Connaissant la situation de la famille, Redis regarde Michel, incrédule. Mais son grand frère se contente de répondre d'un ton neutre. « Je n'ai qu'à travailler plus, c'est tout. Je ne veux pas décevoir Hill. » Cette fois, elle a même fugué. On aurait dit un écureuil à qui on a volé sa seule noisette. Alors, laisse-la y aller, tu connais notre situation. Plus tard, Hill n'aura peut-être plus jamais l'occasion de voir le monde extérieur. Autrefois, la famille Laxia était la plus riche des 5 familles ducales. Leurs innombrables mines attirèrent de nombreux joailliers de grand talent, ainsi que des maîtres armuriers attirés par leur renommée. Les revenus fiscaux abondants de leur territoire ont rendu la famille extrêmement prospère. Et puis tout a basculé après la mort de la demoiselle de l'époque. Michel et Redis savent très bien que la famille est au bord de la faillite. Si ça continue comme ça, leur sœur, Hill, perdra même le droit de paraître en société. En tant que fils de la famille, ils sont tous les deux impuissants face à cette situation. En y pensant, Redis devient furieux. On vit comme ça, sans le moindre droit d'une famille ducale. Face à sa colère, Michel ne peut que tenter de le calmer. Attends encore 1 an, quand je serai majeur, tante Solveig me rendra la bague. D'ici là, tu dois faire de ton mieux. À ces mots, Redis se calme peu à peu. Leur grand frère, Michel, fait déjà tout son possible pour prendre soin d'eux. Il se souvient encore de l'enterrement de leurs parents. Il s'était effondré, impuissante, dans ses bras, pendant qu'il ne pouvait que regarder, impuissant, les nobles avides arracher le pouvoir des mains de Michel. À ce moment-là, il a désespérément souhaité grandir, juste pour pouvoir soulager un peu Michel de son fardeau. Le lendemain matin, il se réveille, le visage empreint de lassitude. Les événements de la veille l'ont empêché de dormir. Dehors, la tour de magie qui était autrefois si haute est maintenant en ruine. Même si elle a toujours son statut de demoiselle,
Avec une famille là au bord de la faillite, ce statut ne sert plus à grand-chose. À cette pensée, il se relève d'un bond. La priorité absolue, elle est de trouver le coupable derrière tout ça. Un peu plus tard, il arrive enfin pour le petit déjeuner. Michel l'accueille avec un sourire. Reddy, lui, est un peu désespéré par sa sœur qui adore faire la grasse matinée. Mais en voyant ce pain dur si familier, il n'a vraiment aucun appétit. Mais en voyant ses deux frères, qui semblent y être habitués, il prend quand même son couteau et sa fourchette. Normalement, même en pleine crise financière, une famille au lit ne se retrouve pas complètement ruinée à ce point. Il se demande en douce, est-ce que c'est à cause des investissements ratés de cet idiot de Léon? Puis une autre possibilité lui traverse l'esprit. Et s'ils avaient été victimes d'un escroc? À cette pensée, il tape du poing sur la table furieuse, mais ne récolte que les regards de ses frères qui la prennent pour une folle. Voyant leur sœur s'énerver encore plus, Michel et Redis n'y comprennent plus rien. Quelques instants plus tard, il se tourne vers son frère Michel, espérant pouvoir lui parler un moment après le petit déjeuner. Dehors, bien que le domaine soit délabré, ça n'enlève rien au sentiment de familiarité de Hill. Elle regarde autour d'elle, hébétée. À ce moment-là, Michel ne sait toujours pas ce que sa sœur a en tête. Ils décident de parler en marchant. Mais le magnifique sentier du jardin dont elle se souvient est maintenant envahi par les mauvaises herbes. Dépité, il pointe un terrain vague à côté. Elle est où, l'immense fontaine en or? Un trésor royal qui avait mis 13 ans à être construit et qui symbolisait autrefois la famille Laxia. Cette fontaine magnifique avait tout simplement disparu. En apprenant qu'elle avait été vendue au grand-duc Oblong, le corps de Hill se raidit. La famille Oblong était l'ennemi juré de la famille Laxia. À l'époque, pour l'extraction de pierres précieuses, la famille Laxia était en concurrence avec la famille Oblong, qui faisait commerce de marbre pour s'attacher les services des rares maîtres artisans. Même si elle est révoltée, il se console rapidement. Bon, vendre la fontaine, c'est toujours mieux que de vendre les descendants de la famille. Hill pointe alors dans une autre direction. Et la tour de magie, elle est passée où? Son visage s'illumine d'un air nostalgique. La tour de magie était le plus haut temple du savoir magique. Malheureusement, la tour et les terres environnantes ont été vendues. En entendant ça, le visage de Hill s'assombrit de plus en plus, car les fluctuations magiques ont une portée extrêmement large. Ce qui signifie que le terrain autour de la tour de magie est immense, et même ce terrain a été vendu. Voyant l'air étrange de sa sœur, Michel croit à tort que c'est la misère de la famille qui la perturbe. Bien qu'il soit un duc au bord de la faillite, il ne veut pas que sa sœur s'inquiète et il fait tout son possible pour qu'elle grandisse dans un environnement chaleureux. Michel lui explique alors doucement que son nom, Hill, vient de leur grand-tante tombée pendant la guerre contre le dieu démon. C'est pourquoi sa naissance a été accompagnée de toutes les attentes de la famille. Mais à cet instant, Hill apprend une nouvelle choquante. Pour l'enterrer à l'époque, Léon, qui était l'arrière-arrière-grand-père de Michel, a dépensé l'équivalent de 10 mines. La guerre pour sceller le dieu démon s'est déroulée sur le territoire de la famille Langt. L'armée a été presque entièrement anéantie. Après que Hill s'est sacrifié pour emporter le dieu démon avec elle, son corps était introuvable dans les vastes terres désolées. C'est pourquoi Léon n'a pas hésité à utiliser toute la fortune de la famille pour la retrouver. En apprenant ça, il ne peut s'empêcher de râler, pensant que sa dépouille ne valait pas une telle dépense de la part de Léon. Le cœur lourd, Michel s'est juste accroupi pour regarder sa sœur. Petit, il avait eu les mêmes pensées, mais maintenant il prendrait la même décision que son arrière-grand-père. Peu importe le prix à payer, on ne peut pas laisser la famille être enterrée en terre étrangère. Quant au reste des biens familiaux, à part le minerai de fer, tout a été détruit ou vendu aux enchères lors de conflits commerciaux. Michel a caressé la joue de sa sœur pour la consoler, mais au fond, il sait très bien que ce n'est pas la faute de Michel. Ni la faute de personne d'autre d'ailleurs. C'est juste qu'en voyant Michel, à seulement 16 ans, forcé d'assumer la responsabilité de s'occuper de son frère et de sa sœur, le cœur de Hill se serrait. La nuit, appuyé contre la fenêtre, il n'arrivait pas à trouver le calme. Même si Michel en avait parlé avec légèreté, elle pouvait très bien imaginer les sales gueules des autres membres de la famille qui s'opposaient à la décision de Léon. Ils sont même allés jusqu'à diviser les biens qui revenaient à son frère Léon. En pensant à tout ça, il a fait un rêve rare où elle voyait son frère. Il avait la même apparence que dans le temps. C'était une période où le conflit entre frères et sœurs s'envenimait. Il s'entraînait à l'épée sans relâche tous les jours, ce qui rendait son frère Léon fou de rage. Il a ignoré les supplications de sa sœur et lui a arraché l'épée de bois des mains, espérant par ce geste briser les illusions irréalistes de Hill. Peu importe tes efforts, ils ne reviendront pas. La mère de Hill était une magicienne exceptionnelle élevée parmi les nomades, tandis que son père était le deuxième fils d'un duc, un homme rigide et arrogant. Nés dans des milieux complètement différents, ils sont tombés amoureux et se sont mariés rapidement.
Hill, fruit de leur amour, a apporté un temps la joie et l'harmonie dans la famille. Mais petit à petit, sa mère a commencé à mal supporter la vie en ville. Voulant retourner auprès des siens, elle et son père ont eu des conflits impossibles à résoudre. Au moment où l'amour s'est refroidi, l'obsession méticuleuse du père s'est transformée en véritable TOC, faisant fuir définitivement la mère. Mais à peine la mère partie, le père, dans un état de folie, est parti lui aussi dans les prairies pour la chercher, leur laissant l'immense manoir. C'est pourquoi Hill faisait des efforts constants, voulant devenir une dame de la cour belle et forte pour que ses parents qui les avaient abandonnés reviennent. Mais son comportement rendait son frère encore plus furieux. Léon était convaincu que Hill ne devait pas sacrifier son enfance à cause de leurs erreurs. Il voulait qu'elle puisse rire jusqu'à en avoir la morve au nez, ou pleurer parce qu'elle a marché dans une crotte de chien. Il ne voulait pas que sa sœur soit bouffée par ses soucis. À partir de ce jour, Léon, presque chaque semaine, lui apportait des cadeaux pendant les vacances. À chaque fois qu'ils se voyaient, Léon cachait très bien sa fatigue, son visage rayonnant de mille feux. Mais les bonnes choses ont une fin. Très vite, sa mère est morte dans un accident de voiture, poursuivie par son père. Et le père, dont le scandale a fait la une des journaux, est décédé peu de temps après. La petite Hill, à ce moment-là, avait l'impression d'être complètement seule au monde. C'est à l'enterrement que les parents de Léon, c'est-à-dire le grand frère du père de Hill, lui ont officiellement proposé de l'adopter. Le déménagement dans la nouvelle maison, peu après, a été un peu précipité, mais heureusement, tous les petits jouets qu'elle avait collectionnés depuis son enfance étaient encore là. L'enfance fragile de Hill est devenue forte et belle grâce à Léon. Ce souvenir réchauffe le cœur de Hill. Mais malheureusement, au final, elle n'a pas pu tenir la promesse faite à son frère. En regardant la photo au mur, elle avait toujours l'air jeune. Mais Léon, en tant que duc de la 13e génération, avait l'air vraiment âgé. Hill a lentement tendu la main, caressant le cadre photo de son frère. Les sourcils froncés de Léon ne se sont détendus qu'à sa mort. Hill a semblé comprendre la raison de sa venue ici. Même si elle reconstruit la famille, le temps perdu ne reviendra jamais. Son enfance, grâce à la protection de Léon, a été merveilleuse. Et maintenant, ses deux enfants, il semble qu'ils aient aussi besoin d'elle. Hill veut dire à son frère de ne pas s'inquiéter. Elle va sans aucun doute restaurer la gloire passée de la famille. Comme un arc-en-ciel après la pluie, il est convaincu qu'elle peut y arriver. Après le petit déjeuner, Michel et Letty ont accepté la demande de Hill d'aller à la capitale. En voyant Hill commencer à s'inquiéter pour les finances de la famille, Letty a tout de suite fait la grimace. « Et c'est pas à toi de te soucier de ça, on est là Michel et moi. » Mais en y pensant, c'est vrai que la capitale lui manquait un peu. 80 ans ont passé, elle se demande bien à quoi ça ressemble maintenant. Peu après, Hill s'est essuyé la bouche, prête à aller se promener dans le jardin. Un groupe de personnes s'est alors rassemblé autour d'elle pour la préparer. Cette attention et cette broche, une préférence si flagrante, ont rendu Hill encore plus déterminée. À ce moment-là, le manoir était paisible. Hill s'est assise sous un arbre avec l'intention de bien réfléchir à son avenir et à celui de la famille. C'est alors qu'une lueur magique a scintillé sur la poitrine de Hill. L'ancien enfant prodige montrait à nouveau une affinité magique étonnante. Face à la crise familiale actuelle, Hill a décidé de mettre une petite claque au monde entier, une fois de plus. Peu de temps après, Hill était assise sous un arbre, en train de réfléchir à l'avenir de la famille, quand une aura magique soudaine sur sa poitrine l'a fait complètement paniquer. Le mana est une condition essentielle pour lancer des sorts. Le mana en lui-même peut être accumulé par l'entraînement, mais la vitesse à laquelle on progresse dépend de l'affinité magique innée. Plus l'affinité magique est grande, plus le mana adhère parfaitement. Et même pour Hill, qui était la fille la plus douée de sa vie antérieure, elle était maintenant choquée par l'incroyable affinité magique de ce corps. Hill a testé ça prudemment et l'instant d'après, son corps, qui n'avait jamais été entraîné, a manifesté sans effort des fluctuations de mana. Un tel talent, même son aile d'avant n'en avait jamais eu. Ce changement a apporté à Hill la réponse qu'elle cherchait tant pour l'avenir de la famille. Elle s'est dit qu'avec son talent pour la magie, elle pourrait facilement redevenir la maîtresse de la tour de magie, entretenir Michel et Letty et leur faire vivre la belle vie. Mais un autre problème est apparu. La formation initiale en magie est super importante, car ça demande une tonne de matériel d'entraînement, ce qui veut dire que le fric est indispensable. Il a pris un bâton et a écrit son plan par terre. La priorité absolue, c'est de vérifier ce qu'il reste comme biens familiaux. Dans sa tête, deux petits anges se chamaillaient. L'ange Hill disait haut et fort qu'elle était un génie de la magie comme on n'en avait jamais vu. Mais le démon Hill lui a rappelé la dure réalité. Pour l'instant, la famille n'a pas un rond de plus pour qu'elle puisse s'entraîner à la magie. Le petit théâtre dans la tête de Hill a alors officiellement commencé.
Elle s'imaginait crier à Michel et Lettice qu'elle était la réincarnation de leur grand-tante, qu'ils devaient lui filer les fonds de la famille et qu'elle les rembourserait au centuple plus tard. Mais visiblement, ce genre de discours ne faisait que convaincre Michel et Rodi que leur sœur avait sérieusement besoin de voir un médecin pour sa tête. Clairement, cette méthode n'allait pas fonctionner. La deuxième option était de monter son propre business, mais il n'y connaissait absolument rien. En réalité, beaucoup de nobles qui ne pouvaient pas faire de stage se lancèrent dans les affaires. Mais la plupart finissaient par échouer. En plus, pour se lancer, il faut un capital de départ. Il a donc vite pensé à une autre solution. Devenir prof particulier, ça ne devrait pas être trop compliqué, non? En tant qu'ancienne grande maître d'escrime et de magie d'il y a 80 ans, il avait déjà formé 2 disciples. Le seul hic, c'est qu'elle n'a que 12 ans maintenant. Après un moment de réflexion, la brillante Hill a vite trouvé une parade. Mettre en avant son pouvoir magique inné. Et l'étiquette de duchesse de Laxia, ça devrait le faire. En regardant son plan fraîchement pondu, il était regonflé à bloc. Les débuts de la jeune duchesse Hill, âgée de 12 ans, allaient, comme une brise légère en montagne, secouer une fois de plus le monde. Pendant ce temps, dans la capitale, un garde a finalement retrouvé, après bien des recherches, le jeune Kiss Kramov assis tranquillement sous un arbre. Le garçon avait soudainement disparu pendant son cours de tir à l'arc. Le garde, mort d'inquiétude, le cherchait partout. Alors qu'il allait parler, il remarqua des traces de sang entre les doigts du garçon. Kisk s'est contenté d'expliquer que c'était parce qu'il avait trop tendu la corde de son arc. Mais cette excuse, le garde n'arrivait pas à y croire. Il s'est dit que c'était sûrement les précepteurs de la famille Robal qui s'acharnèrent sur le garçon. Il a déclaré qu'il rapporterait l'affaire à Sa Majesté l'Empereur. On ne traite pas comme ça l'unique petit-fils de l'Empereur. Mais il a été brusquement interrompu avant même de finir sa phrase. Kisk n'est pas fils unique. Il y a aussi son jumeau, Kassadin, n'est-ce pas? La voix glaciale d'une femme a atteint leurs oreilles, sans montrer le moindre respect pour le statut de Kisk. Elle lui a demandé pourquoi il se trouvait à cet endroit pendant les heures de cours. En entendant ça, le garçon a caché sa main ensanglantée et a expliqué qu'il se reposait ici car il n'arrivait pas à suivre le rythme de la classe. Le regard du garde s'est durci, mais la femme a ignoré cela, son ton dégoulinant d'un mépris non dissimulé. Le garde à côté ne pouvait plus se retenir. Mais il s'est aussitôt fait réprimander par une servante. « Comment osez-vous être si irrespectueux envers la princesse héritière ?» En tant que premier petit-fils de l'Empire, il semblait un peu perdu face à cette situation. Simplement parce que son frère jumeau avait été désigné prince héritier dans tout l'Empire, la seule personne à ses côtés était ce garde. Le bout de ses doigts lui faisait encore mal. Mais les brimades et les préjugés de la cour ont poussé Kisk à se retourner pour repartir en cour. De l'autre côté, le comportement étrange de Hill avait également attiré l'attention de Redis. Hill était assise sur une petite pierre à côté, observant Redis s'entraîner à l'épée. À force de se sentir dévisagée, Redis a fini par demander à Hill ce qu'elle voulait. D'habitude, à cette heure-ci, sa sœur serait encore en train de roupiller. Mais là, Hill le fixait intensément. Après un instant, Hill l'a interrogé sur sa participation au tournoi d'escrime. Ce tournoi est le plus prestigieux de l'Empire. Redis espérait, en gagnant, pouvoir intégrer la garde royale. Il a même ajouté, d'un air super fier, que tout ça, c'était pour la gloire de la famille. Après avoir eu les infos qu'elle voulait, il est parti d'un geste de la main. Elle avait d'autres recherches à faire, laissant Redis tout seul, complètement déconcerté. « Ma sœur est vraiment trop bizarre aujourd'hui. » Un peu plus tard, c'est Michel qui a eu la même impression en regardant Hill. Il avait besoin d'ajouter des notes au manuel qu'il rédigeait. Hill n'a eu qu'à jeter un rapide coup d'œil pour poser tous les livres nécessaires sur la table. Michel regardait les ouvrages dans ses mains, totalement incrédule. Il parvenait à chaque fois à trouver exactement ce dont il avait besoin. C'était comme si elle connaissait toute la bibliothèque par cœur. Il a alors penché la tête vers Michel qui était resté bouche bée. « Quoi? Tu as besoin d'autre chose ?» Il a de nouveau jeté un œil derrière elle. Mais intérieurement, elle était de plus en plus dépitée. Tous les livres de la bibliothèque avaient été vendus. Apparemment, la seule solution était de récupérer de l'argent de poche auprès d'enfants, comme ses neveux. Heureusement, ses 2 frères étaient une source de réconfort. Surtout Reddy, qui s'entraînait dur à l'escrime et avait vraiment le potentiel pour devenir champion. Et le talent d'écriture exceptionnel de Michel montrait qu'il profitait bien de l'enseignement de son précepteur. Avoir 2 héritiers pareils était une fierté pour la famille. Il a réfléchi un instant avant de demander « La famille n'a vraiment plus aucune autre propriété ?» Son frère Léon était quelqu'un de strict et de méticuleux. Quand il y avait fait ses débuts dans le monde, il avait même organisé son emploi du temps par tranches de 30 minutes. Un frère comme ça, après avoir vendu les mines, a forcément dû garder un plan de secours. Et comme elle s'y attendait, la réponse de Michel a confirmé ses soupçons.
Mais à peine Hill avait-elle commencé à sourire qu'elle apprit que les biens étaient désormais entre les mains de quelqu'un d'autre. La Hill d'avant, si jeune, avait disparu de la mémoire de Robin. La Hill de 12 ans, elle, a décidé de faire payer le prix fort aux traîtres qui ont abandonné la famille. Peu de temps avant, Hill avait enfin obtenu la réponse de la bouche de Michel. L'anneau sceau du chef de la famille Laxia ne peut être porté que par le duc en personne. C'est l'épée du pouvoir. Tout document scellé par l'anneau du chef de famille obtient l'autorité ducale, garantie par la famille impériale, surtout quand il s'agit de gérer les fonds de la maison ducale. En pensant à ça, Hill était au bord de la crise de nerfs. Elle s'était toujours dit à l'époque qu'une grande maison ducale, même en déclin, ne pouvait pas tomber aussi bas. Ce n'est que maintenant que Michel lui a révélé la vérité. L'anneau est actuellement entre les mains de leur tante Solveig. Bien qu'elle prétende le rendre à Michel quand il sera majeur, Hill n'y croyait pas une seule seconde. À ce moment-là, la servante Robin est venue apporter le thé. En voyant le visage soucieux de Hill, elle a demandé « Avez-vous des soucis, mademoiselle ?» Hill a réfléchi un instant avant de demander à Robin son avis sur leur tutrice, leur tante Solveig. C'était la première fois que Hill posait des questions à son sujet. Tout a commencé il y a 5 ans. À l'époque, le duc et la duchesse de Laxia sont décédés de maladie. C'est à ce moment que la comtesse Solveig est apparue, se proclamant tutrice des enfants. Être le tuteur d'une maison ducale semble être un pouvoir immense, mais en réalité, il y a beaucoup de restrictions. Des superviseurs envoyés par la famille impériale enregistrent leurs moindres faits et gestes. C'est pourquoi les autres nobles gardèrent leur distance. Solveig, une parente éloignée, s'est portée volontaire, ne laissant à Michel aucun autre choix que de l'accepter. Comme le décès du duc et de la duchesse avait été trop soudain, aucun tuteur n'avait été désigné. Mais sans tuteur, Hill et Redis, alors très jeunes, auraient pu être envoyés en placement dans une autre famille ducale. C'est pourquoi Michel n'avait pas eu le choix à l'époque. Il y a 5 ans, il n'avait que 11 ans. Pour ne pas être séparé de son frère et de sa sœur, Michel n'avait qu'une seule option. Robin a ajouté qu'elle n'avait aucune sympathie pour Madame Solveig. L'année dernière, prétextant des problèmes de budget, elle avait renvoyé des serviteurs et des gardes. C'était l'œuvre de Solveig. En entendant ça, il a enfin compris. Les finances de la maison ducale ont toujours été entre les mains de Solveig. Un instant plus tard, il regardait incrédule le relevé de compte qu'elle tenait. Une somme si dérisoire ne suffirait jamais à faire vivre 4 personnes. Aucune trace de la dignité de la famille du duc de Laxia. Les frais d'entretien du manoir sont d'une misère affligeante. Et ils ont même des dettes chez le boucher et le primeur. Même le salaire de la servante Robin a 1 mois de retard. À part les quelques sous que Michel gagne de son côté, tout le reste vient de Solveig. C'est à ce moment-là que Robin apporte les registres de compte de la famille. Hill a tout de suite flairé qu'un truc clochait. La mine de fer appartient toujours à la famille. Non, c'est le matériau de base pour fabriquer des armes. Du coup, le tout premier empereur, pour éviter que ces armes ne servent à une rébellion, avait personnellement confié la gestion de la mine de fer à la famille Laxia. Sauf que dans les comptes fournis par Solveig, ce revenu a été complètement passé sous silence. C'est clair comme de l'eau de roche. Solveig a détourné les fonds de la famille. Ce sont les preuves qu'il a roulé les enfants dans la farine. En réalisant ça, il prend une décision sur le champ. Elle doit à tout prix retirer la tutelle à Solveig. Face à une idée aussi audacieuse, Robin la servante reste bouche bée. Mais Hill n'en a que faire. Il faut trouver un nouveau tuteur et vite. Même si Solveig ne va pas se laisser faire, ça n'arrêtera pas la décision d'Hill. Cet héritier qui bafoue les droits légitimes des enfants, Hill décide que ça suffit. Elle ne le laissera plus faire sa loi. Suite à ça, Robin propose de l'aider. De toute façon, Solveig ne pouvait déjà pas la voir en peinture, cette fidèle servante. Mais bon, ces registres de compte seuls, ça ne suffit pas comme preuve. Hill a besoin de quelque chose de bien plus solide. Un instant plus tard, une info dans le journal attire son attention. La petite fille du grand-duc d'Oblon s'est évanouie. La nouvelle fait les gros titres depuis 2 semaines. Hill continue sa lecture. Il y a 1 mois, la petite s'est effondrée à sa fête d'anniversaire. Des témoins affirment avoir vu la peau de la demoiselle noircir au moment de sa chute. Hill est stupéfaite, puis se tourne vers Robin pour lui demander s'ils ont contacté l'ancienne tour de magie. Puis elle se souvient soudainement que cette tour, autrefois si imposante, n'existe plus depuis longtemps. En tant qu'ancienne maîtresse de la tour, même si Hill ne veut pas profiter de la crise des autres, elle n'a pas vraiment le choix pour le moment. Elle va écrire une lettre au duc d'Oblon. Hill a enfin trouvé une solution à ce problème de tuteur. En voyant sa maîtresse s'éloigner, Robin est un peu sonné. Hill a tellement changé. Elle est entrée au service de la famille Laxia il y a 10 ans. À l'époque, ce n'était qu'une gamine des rues. Souffrant de malnutrition chronique, elle a été recueillie par le duc et de la duchesse de l'époque. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à les servir. Après la mort du couple ducal, Robin a décidé de protéger les 3 enfants et la famille. Mais Solveig a failli tout anéantir.
Dès qu'il a pris le contrôle total, il a envoyé des avis de licenciement à tous les domestiques. Le tout accompagné d'une menace bien salée. Soit il prenait l'argent et dégageait, soit il les mettrait à nu et les chasserait. Robin aurait dû partir, elle aussi, lors de cette vague de licenciements. Mais au final, elle a choisi de rester. Pas par culpabilité ou par pitié, mais par pur sens des responsabilités. Quand la petite Hill et le petit Redis l'ont regardé timidement, en voyant Hill, qui avait tenu bon jusque-là, finir par fondre en larmes, et Redis lui dire « S'il te plaît, ne pars pas, d'accord ?» C'était comme la Robin d'autrefois, sans défense, face à la gentillesse du duc et de la duchesse. Robin s'est accroupie pour essuyer les larmes au coin des yeux de Hill. À cette époque, elle n'avait que 20 ans. Même si elle n'était pas bien vieille, elle a réussi à apporter un grand sentiment de sécurité aux 3 enfants. Face au départ en masse des autres serviteurs et à leurs conseils bienveillants, Robin a quand même choisi de rester. Elle a assumé seule cette lourde tâche de les protéger. L'attitude ferme d'Hill a complètement fait décomposer Solveig. Il ne s'y attendait absolument pas. Qu'une gamine d'une famille zéléducale déchue puisse à ce point bafouer son autorité. Peu de temps après, il a enfin trouvé un moyen de changer de tuteur. Une semaine après l'envoi de la lettre, Robin est arrivé en trombe pour voir Hill. Ils avaient enfin reçu une réponse de la maison du grand-duc d'Oblon. Hill a pris la lettre, un sourire aux lèvres. Tout se déroulait exactement comme elle l'avait prévu. La nouvelle du réveil de la demoiselle Ilia, la petite fille du duc, s'était déjà répandue dans tout l'Empire. À côté, Robin n'en revenait pas. Pensant qu'il valait mieux ne pas révéler tout de suite qu'elle maîtrisait la magie, il a décidé de garder ça pour elle pour l'instant. Pendant ce temps, toujours aucune réponse du comte Solveig, car en même temps qu'elle contactait le grand-duc d'Oblon, il avait aussi contacté Solveig. Le contenu de la lettre n'avait rien d'extraordinaire, elle exigeait juste qu'il réembauche les domestiques de la famille et qu'il s'explique clairement sur les revenus manquants de la mine de fer, et qu'il rende immédiatement la bague sceau du chef de famille. D'ailleurs, en ce qui concerne les revenus de la mine, Michel n'en savait visiblement rien du tout. Abandonner la formation de l'héritier pour faire des économies, ça donnait un mal de crâne pas possible à Hill. L'année prochaine, Michel aura l'âge de devenir le chef de la famille. S'il n'était même pas capable de voir que les comptes sont aussi pourris, il va se faire ridiculiser par tout le monde quand il deviendra duc. La réputation de la famille du duc de Laxia va en prendre un sacré coup. En pensant à ça, il décide que, quitte à passer pour la méchante, elle doit absolument virer Solveig. La priorité est de restaurer le système familial en ruine, et Michel est la pièce maîtresse de cette reconstruction. En pensant à ça, la colère de Hill envers Solveig ne fait que grandir. En comparaison, Robin, qui est aussi une victime, semble bien plus sereine. Dans son cœur, ces fardeaux qui paraissaient si lourds se sont envolés depuis longtemps, grâce aux moments chaleureux passés avec Hill et ses 2 frères. En entendant ça, il a aussi réfléchi à ce que signifie grandir. Contrairement à la majorité légale, la vraie maturité, c'est d'avoir un cœur d'adulte. Pendant que Robin assumait ses responsabilités envers eux, elle a sincèrement commencé à la considérer comme une aînée. Comparé à elle, Solveig, ce tuteur qui n'en a que le titre, c'est le jour et la nuit. Pour éviter que Robin ne s'épuise, Hill a déjà recontacté les anciens domestiques de la famille et ils ont répondu en promettant de répondre à l'appel de la maison ducale à tout moment. Même si les difficultés s'accumulent, il continue d'avancer avec une détermination sans faille. Et c'est à ce moment précis que le visage de Robin se fige. Le carrosse de Solveig vient de s'arrêter juste devant d'eux. Dès qu'il pose les yeux sur Hill, Solveig garde son air arrogant et supérieur. Sans dire un mot, il balance violemment le parapluie qu'il tient en direction de Robin. Elle a laissé éclater la colère qu'elle ressentait depuis qu'elle avait reçu la lettre, traitant Robin de personne mal élevée et l'accusant, en tant que simple servante, d'oser monter les enfants contre elle. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que les enfants de la maison ducale de Laxia, d'habitude si dociles, oseraient se dresser contre elle pour défier sa volonté. « Qu'est-ce que tu crois faire, à me tenir tête comme ça ?» Cependant, les paroles glaciales de Hill n'ont eu aucun effet sur elle. Solweir s'est penché vers Hill, n'imaginant pas une seconde que cette gamine de 12 ans puisse faire preuve d'autant de maturité. Concernant l'accusation de dissimulation des revenus de la mine de fer, elle a instinctivement pensé que la jeune fille agissait sur les ordres de la servante Robin. Et par-dessus tout, cet ordre de lui rendre le sceau et l'anneau du chef de famille, c'était quelque chose que Solweir ne pouvait absolument pas accepter. Hill a directement confronté Solweir, répondant point par point à chaque accusation de la lettre. En entendant ça, Solweir a failli éclater de rire tellement elle était furieuse et elle a pointé le manche de son parapluie vers la poitrine de Hill. Elle a clamé que si Hill et ses frères arrivaient à peine à survivre, c'était entièrement grâce à elle, leur tante. Comment osait-il lui parler sur ce ton? Mais Hill n'était plus la petite fille timide qu'elle avait connue. C'était elle, et personne d'autre, qui avait écrit cette lettre mot pour mot. Et maintenant, tout ce qu'elle voulait,
c'était que Solware la ferme et lui donne enfin sa réponse. Évidemment, Solware ne croyait pas une seconde que cette lettre venait de Hill. À ses yeux, une gamine de 12 ans n'avait pas les capacités pour écrire une chose pareille. Alors, elle a déversé toute sa colère sur la servante. Robin, pensant par la même occasion intimider cette jeune fille qu'elle croyait naïve et ignorante du monde. Mais la réaction de Hill l'a prise complètement au dépourvu. Sa tentative d'intimidation n'a pas fait perdre son sang-froid à la jeune fille. Hill a exposé de manière logique et argumentée les méfaits de Solware, la traitant de personne sans aucune honte. Ces mots cinglants ont poussé Solware à abandonner toute dignité de comtesse. Le bout de ses doigts a glissé sur la joue de Hill. Elle a fixé la jeune fille d'un regard menaçant et lui a ordonné de répéter ce qu'elle venait de dire, tout en blâmant Michel d'avoir laissé sa sœur défier son autorité. Témoin de cet acte, Hill a déclaré sans détour qu'elle n'avait aucune légitimité en tant que tutrice. En entendant ça, Solware a levé la main, prête à donner une bonne leçon à Hill. Mais en plein vol, sa main a été attrapée par quelqu'un. Reddy a demandé d'une voix calme « Qu'est-ce que tu comptais faire à ma sœur ?» En voyant qui c'était, Solware est devenue encore plus furieuse. Elle a pointé Hill du doigt en se plaignant de son insolence, mais Reddy a simplement répondu « Et alors, ça te donne le droit de lever la main sur elle juste parce que tu es en colère ?» Ces paroles ont complètement abasourdi Solware. C'est à ce moment-là que Michel est enfin apparu. Il a immédiatement remarqué la marque sur le visage de sa sœur. Face aux reproches de Solware, sa première réaction a été de s'excuser instinctivement. Mais Hill s'est interposé. « Mon frère Michel n'a rien fait de mal. » En regardant sa petite sœur, Michel est resté un peu stupéfait, puis il a vite demandé à Robin d'emmener Hill soigner sa blessure. Ce n'est pas qu'il n'avait jamais pensé à se rebeller. C'est juste que pour que son frère et sa sœur puissent grandir en sécurité, il a préféré s'excuser auprès de Solware à la place de Hill. Le costaud Redis n'a rien dit, se contentant de se frotter la nuque, mal à l'aise. Robin s'apprêtait alors à emmener Hill pour soigner la blessure sur son visage. Au moment de se croiser, Hill a fusillé Solware du regard. Elle allait demander à l'Empire un procès pour réviser la tutelle, et elle a bien fait comprendre à la comtesse qu'elle ferait mieux de s'en souvenir. Puis, ignorant le regard assassin de Solware, elle s'est retournée, ne lui laissant que la vision de son dos. Elle, au moins, n'était pas aussi imprudente que la comtesse. Hill venait de prendre officiellement position. Après avoir tourné un dos glacial à Solware, Redis s'est empressé de nettoyer la blessure de sa sœur. Même si ça faisait un peu mal, Hill a juste fait un geste de la main. C'était la preuve que Solware l'avait frappée, il fallait la conserver précieusement. Le procès pour révoquer la tutelle de la comtesse aurait lieu après-demain. Évidemment, cette nouvelle a sacrément surpris Redis. Il a regardé sa sœur. Elle semblait être la même que d'habitude, et pourtant, quelque chose avait changé. Sans aucun doute, l'ancienne Hill n'aurait jamais pu tenir tête à Solware de cette manière. Mais peu importe. Sa sœur restait sa sœur. Reddy lui a donné une petite tape sur la tête. La prochaine fois que tu prévois un truc pareil, tu pourrais en parler à tes grands frères, non? Des enterres, non? En tant que grand frère, il ne voulait pas que leur sœur porte tout ce poids toute seule. C'est ça. La chaleur d'une famille, elle se manifeste toujours quand on s'y attend le moins. Face à la mine renfrognée de Redis, Hill n'a eu d'autre choix que de s'excuser. Redis, lui, soutenait la décision de Hill de changer de tuteur. Il lui a alors demandé quel était son plan. C'est à ce moment-là que Michel est entré. Le conflit avec Solware à peine terminé, il voulait parler un peu avec sa sœur. En entendant ça, les deux frères ont paru un peu décontenancés et se sont jetés un regard nerveux. Après un instant, Michel a demandé à sa sœur comment allait sa blessure. Apprenant qu'elle avait seulement été nettoyée, il s'est inquiété qu'elle ne laisse une cicatrice. Mais la raison de Hill était très simple. Elle voulait garder cette blessure, comme preuve pour le procès contre Solware. En entendant ça, Michel a hésité. Puis après un long moment, il s'est finalement décidé à lui demander pourquoi elle voulait changer de tuteur. C'est parce qu'on est trop pauvre, c'est pour ça que tu détestes vivre avec tes frères. Face à cette question, il était complètement perdu. Mais qu'est-ce qu'il racontait ? Voyant la tristesse de Michel, il s'est empressé de lui expliquer sa décision, lui assurant qu'elle n'avait jamais eu de telles pensées. La réaction de Michel était totalement inattendue pour elle. Il ne s'est pas mis en colère contre elle, il n'a fait que se blâmer lui-même. Il comprenait sa décision, mais il avait peur de causer encore plus de problèmes à son frère et sa sœur. La scène de tout à l'heure était gravée dans sa mémoire. Les paroles acerbes de Solware lui revenaient. « Sais-tu seulement comment on calcule les impôts ? Sais-tu combien de lettres il faut envoyer à la famille royale ?» À ses yeux, Michel n'était qu'un gamin qui, sous prétexte qu'il était l'aîné, voulait s'emparer du statut de chef de famille. Et elle n'avait même pas fini. Solware a enfoncé le couteau dans la plaie. Ou alors, tu as eu cette idée parce que tu veux être séparé de ton frère et ta sœur. En entendant ça, Michel a complètement paniqué. Il n'a pu que prendre tout le blâme sur lui.
C'est pour ça qu'il était venu essayer de raisonner Hill face à une situation aussi difficile. Même si certains jours lui semblaient interminables, en tant que grand frère, il ne pouvait qu'endurer, impuissant, il ne pouvait que s'accrocher à l'espoir irréaliste que les choses finiraient par s'arranger s'il tenait bon. Lui qui avait été la fierté de la maison ducale, le fils aîné, ne pouvait maintenant que ravaler son amertume. Pour protéger sa fratrie, il a immédiatement sonné l'alarme. Elle savait parfaitement ce que Solviel allait dire et connaissait la détermination de son frère depuis toujours. Les enfants séparés et envoyés dans d'autres familles finissent souvent mal, voire pire. Ils sont utilisés pour des mariages arrangés et se retrouvent mêlés à de dangereuses querelles de clans. Depuis qu'il avait 11 ans, Sia Michel faisait tout pour empêcher le pire d'arriver. Alors pour Hill, son grand frère avait déjà fait un boulot plus qu'excellent. Justement, elle avait un super plan en tête, elle n'en a parlé qu'à Michel, histoire de laisser la 10 en dehors de ça pour l'instant. Quelques instants plus tard, dans la salle de réunion, face au thé servi par Robin, Solviel a juste jeté un regard glacial avant de lui ordonner de dégager du manoir en moins de 3 jours, sinon elle lui en ferait voir de toutes les couleurs. Des menaces en l'air pour Hill, qui a dit à Robin de ne pas s'en faire. Un nouveau tuteur allait bientôt arriver, une provocation à l'état pur. Cette provoque a mis Solviel en rogne, qui s'est mise à taper sur la table. Mais Hill a complètement ignoré sa réaction, ce qui a rendu la gamine encore plus détestable aux yeux de Solviel. En voyant ça, Hill a souri et a demandé à Robin de servir un verre d'eau glacée à sa tante. Il fallait bien qu'elle se calme un peu. Solviel serra les poings. Elle a menacé d'envoyer Hill au couvent. Un endroit rempli non seulement de prêtres, mais aussi d'innombrables criminels. Un lieu où tes mouvements sont limités, bref, une vraie prison. Mais une menace aussi bidon, ça faisait carrément marrer Hill. Pour elle, ce genre d'endroit, c'était plutôt à sa tante Solviel d'y aller. Avant que Solviel ait pu répondre, Ladis a débarqué dans la pièce. Il voulait juste demander un jus de fruits à Robin, mais il est tombé en plein milieu de la scène. Sentant que discuter ne servirait à rien, Solviel s'est préparé à partir, mais Hill l'a interpellée pour qu'elle laisse la bague. En tant que simple tutrice, porter la bague du chef de famille, t'as pas honte, sérieux? Mais Solviel était maligne. Elle a rétorqué que c'était à Michel de discuter de ça avec elle avant de s'en aller furibonde. Un peu plus tard, dans sa chambre, Solviel, folle de rage, a brisé un miroir. Ça faisait bien trop longtemps qu'elle perdait son temps dans ce manoir. Il suffisait de trouver l'éclat arc-en-ciel pour qu'elle puisse enfin se barrer de ce rôle de tutrice. Il y a bien longtemps, à l'apogée de la famille ducale Laxis, un duc, qui adorait sa sœur, lui avait fait faire un collier spécial pour ses débuts dans le monde, le fameux collier de l'éclat arc-en-ciel. Il était fait de la plus grosse gemme extraite des mines de la famille, une pièce magnifique qui rendait toutes les nobles dames complètement dingues. Sauf que la vraie propriétaire du collier n'en avait rien à faire. Et quand la famille a commencé à décliner, le collier a tout simplement disparu. Même après des décennies, Solviel était persuadée que le collier était toujours dans le manoir. Elle l'avait cherché pendant des années sans jamais le trouver. Le seul indice, obtenu des serviteurs renvoyés, était qu'il se trouvait dans une chambre secrète que seule la bague du chef de famille pouvait ouvrir. Un instant de réflexion, elle a donc décidé de virer les 3 gosses de la maison pendant 1 mois pour pouvoir fouiller tranquillement. Pas de bol pour elle, toute la scène était espionnée par magie. Il écoutait et entendait tout. Même si elle était choquée par l'objectif de Solviel, elle ne pouvait s'empêcher de trouver son plan pathétique. Car ce collier, c'était son frère qui l'avait fait faire spécialement pour elle. Elle ne l'avait porté que 2 fois, ce qui avait mis Léon dans une colère noire à l'époque. Connaissant le caractère de son frère, il a tout de suite deviné où le collier était caché. C'était l'endroit le plus secret de la famille. La chambre des gouttes, un coffre-fort secret construit par le premier chef de famille. D'après Robin, le précédent duc était mort subitement. Il n'avait même pas eu le temps de nommer un tuteur ni de révéler le secret de la chambre des gouttes. Si ce collier était toujours là, il pourrait résoudre tous les problèmes financiers de la famille. En y pensant, Hill a failli éclater de rire. La famille Chat allait enfin renaître. Quant à Solviel, aux abois, elle a complètement paniqué en apprenant l'identité du nouveau tuteur. Elle a perdu tous ses moyens. Peu de temps après, le procès pour sa destitution a officiellement commencé. Après le refus de Hill de toute médiation, le procès est rapidement passé à l'étape suivante. La demande des enfants de la famille Laxis était très simple. Retirer à Solviel son droit de tutelle. Pour cela, Hill a porté une accusation. Pendant sa tutelle, Solviel leur avait causé un préjudice irréparable. En disant cela, elle a montré la cicatrice sur son visage. À cette vue, Solviel est devenue blême. Elle n'aurait jamais cru que sa gaffe pourrait renverser complètement la situation. C'est à ce moment qu'une servante est arrivée. Et pour présenter le rapport du médecin concernant la blessure de Hill. Solviel a bien tenté de se défendre, mais face à une preuve aussi solide, le juge a directement rejeté ses arguments.
Les documents prouvaient clairement que Solviel, au cours des 5 dernières années, avait renvoyé des domestiques, manqué à ses devoirs de tutrice et n'avait même jamais donné à Michel la moindre éducation d'héritier. Face à ça, Solviel a trouvé une excuse. Si les cours avaient été reportés, c'était uniquement de la faute de Michel lui-même. Sans même laisser à Michel le temps de réagir, il a démonté son mensonge. Les affirmations de la comtesse n'ont pas la moindre preuve, et hop, il a sorti de nouvelles preuves. Parmi elles, les factures payées par la comtesse qui ne montraient absolument aucune dépense pour l'éducation. Normalement, l'éducation d'un héritier comprend une formation complète sur la gestion du domaine. Et tout un tas d'autres connaissances. De toute évidence, Michel avait été complètement ignoré. Non seulement il n'avait reçu aucune éducation, mais sa tutrice ne lui rendait que très rarement visite. Face au chuchotement des nobles dans l'audience, Solviel s'est mise à pleurer en criant à l'injustice. Elle a prétendu que la situation actuelle n'était qu'un petit malentendu avec les enfants et a même voulu utiliser ces registres pour prouver son innocence. Mais, dommage pour elle, il lui avait déjà coupé toute issue. Dans les documents qu'elle a soumis, il y avait la preuve flagrante d'un oubli majeur de la part de Solviel. Les revenus de la mine de fer n'y figuraient pas. Solviel a tenté de s'expliquer en disant que les comptes étaient compliqués et qu'elle les avait notés dans un autre registre. Elle ne savait pas qu'elle tombait droit dans le piège de Hill. Cette histoire de double comptabilité a immédiatement déplu au juge. Solviel a réalisé sa gaffe, mais c'était bien trop tard. Le juge a rendu son verdict et lui a ordonné de présenter immédiatement le registre original incluant les revenus de la mine de fer, sans laisser à Solviel la moindre chance de se justifier. Acculée, Solviel est devenue complètement folle, prétendant que durant ces 5 dernières années, elle n'avait commis qu'une petite erreur et que les enfants étaient encore petits et avaient au besoin de sa protection. Sur ce, le juge a jeté un regard lourd de sens à Michel. En tant que fils aîné de la maison ducale Laxis, il était temps pour lui de prendre position sur ces 5 années passées sans parents et sous la malveillance de leur tutrice. C'était Michel qui avait protégé le frère et la sœur tout au long de leur croissance, et il n'allait certainement pas reculer maintenant. C'est vrai, je n'ai jamais reçu l'éducation d'un héritier. La voix de Michel résonna dans toute la salle. Ce que ma sœur Hill a dit est la vérité. La comtesse a même prétexté une division de la famille pour m'arracher de force la bague du chef de famille. Je dois récupérer mes droits légitimes et aussi protéger Redis et Hill. En tant que futur chef de famille, je demande la révocation de la comtesse en tant que notre tutrice. Sans même laisser à Solveig une chance de piper mot, le juge en chef a immédiatement annoncé le verdict. Toutes les accusations de négligence contre Solveig étaient fondées. Par conséquent, au nom du pouvoir suprême de l'Empire, il a déclaré sa destitution tout en garantissant que ce jugement ne serait jamais renversé. Mais le juge a tout de suite enchaîné sur le problème actuel. Le frère et la sœur se retrouvaient sans tuteur. Ils devaient donc être confiés à une autre famille. Solveig a immédiatement sauté sur l'occasion, essayant de convaincre les trois de le renommer comme tuteur. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Hill avait déjà tout prévu. L'instant d'après, une silhouette imposante est apparue à l'entrée du tribunal. C'était le duc Oblong qui faisait son entrée. Son arrivée a provoqué une certaine agitation. Se tenant aux côtés de Hill, il s'est excusé pour son retard, dû à son long voyage. Le juge lui-même était plus que surpris. Le tout premier chef de la maison Oblong n'était autre que le frère cadet de l'empereur. Et parmi les 5 grands duchés de l'Empire, seule la lignée des Oblong était la plus noble. Le voir se proposer comme tuteur des enfants a fait complètement blêmir Solveig, qui espérait foutre le bordel. Le duc Oblong a affirmé être au courant de la situation et que son statut le qualifiait amplement pour ce rôle. Face à cela, le juge a poliment demandé son avis à Michel. Après avoir obtenu une réponse positive, il a pris la parole. Maintenant qu'un nouveau tuteur est désigné, les registres de comptes que Solveig gardait jusqu'à présent doivent être rendus publics. Perspicace, le duc Oblong a tout de suite senti qu'il y avait anguille sous roche. Le minerai de fer est un matériau dont la gestion est strictement réglementée. Selon la quantité qui a été volée, Solveig pourrait même être poursuivie pour haute trahison. Et même si le problème n'était pas si grave, avec la présence du duc Oblong, un membre de la famille impériale, Solveig allait avoir de sérieux problèmes. En entendant ça, il a changé de tête du tout au tout, a rendu la bague du chef de famille à Michel et a prétendu qu'il l'avait juste gardée précieusement pour lui. Sur ce, il s'est barré en 4e vitesse. Alors que les 4 le regardaient enfiler, l'affaire était enfin close. Le juge a alors annoncé officiellement la nomination du nouveau tuteur. La tutelle durera jusqu'à la majorité de Michel. Une fois la décision gravée dans le marbre, le juge s'est tourné vers Michel. En tant que conseiller de l'Empire, il était bien au courant des récents événements de la maison ducale Laxia. Il attendait avec impatience le jour, dans un an, où ce jeune homme si mature et stoïque prendrait enfin sa place à la tête de la famille.
La vie de la fratrie aux cheveux blancs revenait enfin à la normale. Mais une légende familiale cachée était sur le point de refaire surface. Le procès pour la tutelle étant terminé, le duc Oblong est de monter dans la calèche avec les enfants pour rentrer. D'ailleurs, c'était la toute première fois qu'il rencontrait Hill. En regardant le visage enfantin de Hill, le duc n'en revenait pas. Celle qui avait guéri sa petite fille, Ilia, était cette gamine. Une maladie face à laquelle même les prêtres de la capitale étaient impuissants. Ils avaient même conclu qu'elle ne se réveillerait jamais. Et dire que c'était cette jeune demoiselle de la maison Laxia qui avait trouvé le remède. En voyant le duc Oblong le remercier avec tant d'émotion, elle se dit que son caractère franc était exactement le même que celui du premier duc, 80 ans auparavant, toujours à exprimer ses sentiments sans filtre. C'est pour ça qu'à l'époque, il avait été un partenaire crucial pour l'empire que Hill dirigeait. Il lui demanda alors des nouvelles de son plan. Le grand-duc Oblong s'était carrément transformé en équipe de démolition. Après avoir fait un don généreux au monastère, il s'est mis à creuser pour dénicher des reliques. Il lui avait bien précisé dans sa lettre, il fallait à tout prix trouver une relique divine et la placer près du lit de la demoiselle Oblong. Et la solution de Hill s'est avérée super efficace. Ilia, dans le coma depuis des jours, a très vite rouvert les yeux. Du coup, le duc Oblong a mis les bouchées doubles, retournant la capitale et les terrains alentours. C'est dingue d'imaginer ce duc, qui n'est plus tout jeune, se donner autant de mal pour sauver sa petite fille. C'était ça le deal entre Hill et le duc Oblong. Le duc devenait le tuteur des trois, et en échange, Hill guérirait complètement Ilia. Même si la demoiselle s'est réveillée pour une guérison totale, il fallait procéder lentement, étape par étape. En attendant, Hill espérait que le duc Oblong prendrait à cœur l'éducation de Michel en tant qu'héritier. Le duc Oblong a tout de suite accepté. Il a demandé à pouvoir rester quelques jours au domaine Laxia en tant qu'invité. Très vite, la calèche est arrivée sur les terres de la famille. Hill était un peu curieuse. Quelle serait la réaction du duc Oblong s'il apprenait que sa petite fille n'était pas malade mais victime d'une malédiction? Et surtout, qui avait bien pu lancer un sort de magie noire sur sa petite fille? Au moment même où les trois arrivaient à la maison, les serviteurs qui avaient été congédiés attendaient déjà devant la porte. Dès qu'ils avaient reçu la lettre de Robin, ils étaient revenus en vitesse. La servante qui avait autrefois essayé de raisonner Robin avait les larmes aux yeux. Elle n'osait imaginer tout ce que Robin avait dû supporter pendant leur absence. Mais maintenant, le plus dur était derrière eux. Robin, quant à lui, avait simplement le sentiment d'avoir fait ce que n'importe quel adulte aurait fait à sa place. Le soir venu, Hill et ses deux frères ont partagé le repas le plus copieux qu'ils aient eu depuis des années. Les domestiques qui étaient revenus ont vite repris leur marque. Michel a appelé sa sœur, il voulait lui parler. Sur le balcon, en voyant leur famille reprendre enfin le bon chemin, Michel trouvait ce bonheur presque irréel. Il voulait demander une chose à Hill. Soudain, Hill sentit quelque chose de lourd se poser dans sa main. C'était la bague du chef de famille. Michel voulait que sa sœur la garde précieusement pour lui jusqu'à sa cérémonie de succession l'année suivante. D'habitude, pendant la cérémonie, ce sont les parents qui mettent de la bague au doigt de leur enfant pour le nommer officiellement comme héritier. Mais maintenant que leurs parents étaient morts, Michel voulait que ce soit sa sœur elle-même qui la lui passe au doigt. C'était Hill qui s'était démené pour lui offrir cette opportunité, et il n'allait pas gâcher ses efforts. Ils se sont donc fait une promesse. Il garderait la bague en sécurité en attendant le grand jour. Durant les jours qui ont suivi, Solveig a été mis en prison pour coups et blessures, conformément aux lois de l'Empire. Pendant ce temps, lors de son séjour, le duc Oblong a patiemment appris à Michel comment éplucher les registres de comptes. Et Michel, telle une véritable éponge, a absorbé à toute vitesse tout le savoir du duc. Très vite, il a trouvé des preuves que Solveig avait détourné des fonds. Non seulement l'argent a été récupéré, mais Solweir a aussi été condamné à l'exil. Même s'il écrivait des lettres de repentir chaque semaine pour réduire sa peine, ces lettres ne sont jamais arrivées jusqu'aux enfants. Robin les a toutes cramées d'un coup. Avec le retour de tout ce monde, le manoir Laxia a vite retrouvé son aspect d'antan, plein de vie et de chaleur humaine. Bon, on n'est pas encore au niveau d'il y a 80 ans, mais les sourires détendus sur les visages de Redis et Michel, c'est du jamais vu. La nuit, il est allongé sur son lit et regarde la bague dans sa main. À la base, elle voulait juste l'emprunter, elle s'attendait pas à ce que tout se passe aussi bien. Dans la famille Laxia, il y a toujours eu une légende. Au moment où la première goutte de rosée du matin se forme, va dans la salle des portraits au 2e étage et avec la main qui porte la marque, ouvre cette porte. L'eau te guidera vers le lieu secret de Laxia. Allez, fini de jouer, les masques tombent. Mon statut de riche héritière ne peut plus être caché. La chambre de la goutte d'eau, c'est un endroit que les elfes ont créé pour le premier duc de Laxia, afin qu'il puisse y utiliser sa magie. On ne peut y entrer qu'à 5 heures du matin lorsque la rosée se condense dans un espace secret situé sous le manoir.
Ici, rien n'est affecté par le temps, et les bijoux ne font pas exception. Non seulement ils conservent leur éclat d'origine, mais même la texture des gravures n'a aucune trace d'érosion. Il s'est vite mis à fouiller partout. D'abord, choisir quelques pièces de collection magnifiques, puis choper au pif quelques œuvres d'art en or, et ça devrait le faire. Un instant plus tard, face à une pièce remplie de trésors, elle était un peu émue. Heureusement que dans sa vie antérieure, elle avait saoulé son frère pour qu'il lui parle de cet endroit. Sinon, dans cette vie, elle aurait pu dire adieu à son statut de fille au diapapa. Tout en se parlant à elle-même, il a ramené une petite échelle et a grimpé, guidée par ses souvenirs. Elle a vite trouvé une boîte dans une mezzanine. Le collier, éclat d'arc-en-ciel, était dedans. Maintenant qu'elle y pense, Léon était parfois carrément malin. Dans la pièce, les objets considérés comme les trésors les plus importants de la famille n'avaient pas été touchés. Tout ça, c'était pour que les histoires des ancêtres puissent se transmettre aux générations futures. En regardant le collier, il a pensé à son frère et a senti une pointe de nostalgie. Mais pour la famille, elle a quand même décidé de l'emprunter temporairement. Ensuite, elle a choisi quelques gros lingots d'or et une bonne quantité de pièces d'argent. Ça devrait suffire comme capital de départ pour le nouveau duc de Laxia. Mais c'est le portrait du tout premier chef de famille qui a attiré son attention. Guetassa Laxia. C'était un héros, aussi célèbre que les 5 grands ducs fondateurs. À l'époque de la création du duché de Laxia, les humains et les elfes commençaient à bien s'entendre. Autrefois, les humains envièrent les elfes pour leur apparence unique, tandis que les elfes méprisaient les humains pour leur barbarie. Mais quand des forces du mal sont apparues sur le territoire humain, une guerre pour se protéger a éclaté. Ça a forcé ces races, qui apprenèrent à se comprendre, à s'unir. Ils étaient fiers d'avoir Laxia comme seigneur. Pour le remercier, les elfes ont laissé plusieurs symboles magiques à la famille Laxia. L'un d'eux, et pas des moindres, était la chambre de la goutte d'eau. En pensant à ça, elle s'inclina poliment en pensée devant son ancêtre. C'est grâce à cette chambre que la famille Laxia peut se relever après avoir touché le fond. Mais à ce moment-là, il, sans trop savoir pourquoi, a trouvé que le portrait devant elle était bien trop vivant. À l'instant même où sa main a touché la toile, une puissante vague de magie a déferlé. Léon l'avait pourtant prévenu. Avec ses pouvoirs, elle ne devait surtout toucher à rien dans cette pièce. À l'époque, il ne lui avait pas dit pourquoi, mais maintenant, il a compris. Le portrait cachait un sort de téléportation. La seconde d'après, elle s'est mangé le sol. Zéro dignité pour la fille d'un duc. Il ne comprenait pas comment le portrait de son arrière-grand-mère pouvait contenir un sort de téléportation. Ça a l'air simple comme ça, mais en réalité, c'est super dangereux. Il faut décomposer son corps en petits cubes, puis le réassembler ailleurs. C'est pour ça que Hill a mal absolument partout maintenant. Complètement dans les vapes, elle a ouvert les yeux et a remarqué que la bague de chef de famille à sa main avait disparu. Elle l'a perdue en faisant sa roulade, peut-être? Au moment où elle se posait la question, un caméléon est sorti des buissons avec la bague dans sa gueule. Leurs regards se sont croisés pendant une seconde et ils sont restés tous les deux bloqués. Le caméléon, reprenant ses esprits, a détalé à toute vitesse, suivi par les cris de rage de Hill. Pendant ce temps, tout ce raffut a réveillé un garçon qui dormait. Kisk s'est levé doucement, en appelant à voix basse « bébé ». Où était passée cette petite créature timide et docile? Mais en levant les yeux, Kisk a remarqué que le sol brillait. Alors que les hurlements de Hill résonnèrent de nouveau dans ses oreilles, bien que ça le saoule un peu, Kisk a quand même pris son arme pour se défendre. Sérieux? Quel genre d'intrus débile ne sait même pas qu'il faut être discret? Kisk a suivi la lueur sur le sol. L'instant d'après, Hill, en pleine course, a bien failli lui rentrer dedans. Une intruse de 12 ans. Kisk n'a pas pu s'empêcher de rester scotché. Hill était tout aussi paumé. En plus de la téléportation surprise et du caméléon, voilà maintenant qu'un membre de la famille royale débarquait. Ce n'est qu'un instant plus tard que Hill, en se grattant la tête, a percuté « Ah, en fait, je suis au palais royal ». Kisk, lui, ne comprenait que dalle à son carabia. Il lui a donc demandé qui elle était et ce qu'elle faisait au palais. Hill voulait lui expliquer qu'elle était entrée en se baladant au pif. Mais elle a croisé le regard de Kisk qui disait clairement « Tu me prends pour un idiot ? Après tout, le palais royal est le cœur de l'empire de Val. » Voyant que le mec était têtu comme une mule, il a utilisé sa magie pour prouver qui elle était. Alors qu'un flux d'eau magique passait, celui-ci s'est condensé dans l'air. Elle voulait se la péter en mode « Je suis une magicienne de génie ». Mais sa démonstration, c'était comme pisser dans un violon. Kisk s'en fichait royalement. Il a juste demandé, curieux, « C'est toi aussi qui as fait briller le sol tout à l'heure ?» En entendant ça, il était un peu gêné. Les composants du marbre réagissent effectivement à la magie. Il lui a alors demandé son nom. Et là, comme par hasard, c'était le début du concours de celui qui a la plus grosse. Il a balancé en premier le nom de son frère. « Je m'appelle Léon ». De l'autre côté, Kisk n'était pas en reste.
Nova Flanders. À peine ces mots prononcés, l'air a semblé se glacer. Le nom que Kisk venait de donner était de toute évidence le nom de famille du royaume de Branch qui avait été anéanti il y a longtemps. Là-dessus, Kisk a ajouté que pour le nom Léon, même son chien savait que c'était un nom de garçon. L'ambiance est redevenue glaciale. Voici Kiskramov, un garçon qui se la joue dur. Mais dès leur première rencontre, Ciel a découvert son petit côté sensible. Après le concours de magie, Ciel lui a vite expliqué la raison de sa venue. Il s'apprêtait à lui demander s'il n'avait pas vu ce fameux caméléon, quand la seconde d'après, il a trouvé le coupable. Mais surprise, le caméléon n'était autre que Bébé, l'animal de Kiskramov que son arrière-grand-père lui avait confié. Ce nom disait quelque chose à Ciel. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Kiskramov, un peu sur la défensive, l'a empêché d'utiliser la magie. Même s'il était furieux de passer pour une brute qui s'en prend aux faibles, Kiskramov avait une expression bien différente des gens du peuple et a balancé « les magiciens, c'est pas tous des pourris, peut-être ». En entendant ça, Ciel a juste pincé les lèvres. Kiskramov avait l'air d'avoir de gros préjugés sur les magiciens, même s'il ne savait pas d'où ça venait. Mais Ciel a simplement utilisé un peu de magie. Bébé bien hydraté a vite recraché la bague. Après quoi, Ciel n'a pas dit un mot de plus. Il s'est donc retourné pour partir. Mais Kiskramov l'a regardé d'un air bizarre. « Tu te crois où, là? C'est le palais impérial ?» Ciel est resté un peu perplexe. « Ben, le palais de l'empereur, non ?» Blasé, Kiskramov a laissé tomber l'idée de lui expliquer qu'il se ferait choper par les gardes s'il se baladait comme ça. Il lui a juste indiqué une autre direction. Ciel s'était trompé de chemin. Mais Ciel, pas du genre à se laisser faire, a recommencé à se chamailler avec lui. Un grand magicien comme moi, comment je pourrais me perdre? Ciel en voulait un peu à son premier disciple, Flamme. Mais qu'est-ce qu'il a foutu? Pour que la réputation des magiciens devienne aussi pourrie après ma mort? Kiskramov a soupiré, abandonnant la dispute, et a juste dit à Ciel que la prochaine fois, il devrait faire une demande officielle pour entrer au palais. En entendant ça, Ciel s'est mise à le taquiner. « C'est parce que tu veux me revoir, c'est ça ?» Cette simple phrase a fait rougir Kiskramov jusqu'aux oreilles. Voyant ça, Ciel a souri de plus belle. « Quand tu seras un peu plus grand, tes longs cils attireront plein de jeunes nobles. » Kiskramov s'est mis à bafouiller. Quelle drôle de noble, entrée en douce dans le palais passe encore, mais en plus, elle traite un prince comme un gamin. Décidément, les magiciens sont tous des types bizarres. Ciel a posé sa main sur le marbre et le sol a de nouveau réagi à son mana. En voyant ça, Ciel a vite compris. Ça devait être un passage utilisé par le premier duc et l'empereur pour se rencontrer en secret. Comme le palais est protégé par une magie qui brouille les coordonnées, la téléportation normale est impossible. Ils avaient donc choisi une méthode reliant un portrait au jardin du palais. Avant de partir, Ciel avait encore une question. « Tu connais un certain Maxime? Il doit être de la génération de ton arrière-grand-père. » Ciel pensait à ce visage familier, celui de son deuxième disciple, blessé pendant la guerre des démons. « Je me demande comment il va aujourd'hui, s'il a eu une vie heureuse. » En entendant ça, Kiskramov était resté figé. La personne dont parlait Ciel n'était autre que son arrière-grand-père. « Il est toujours bien vivant ?» Sans faire attention à l'air choqué de Ciel, Kiskramov a continué. « Maxime Ramov est l'actuel empereur de l'Empire. Gna, et c'est aussi mon arrière-grand-père. » Il n'avait même pas fini sa phrase que le sort de téléportation de Ciel s'était déjà activé, laissant ses derniers mots flotter dans l'air. Pas étonnant que Ciel ait eu une si étrange impression de déjà-vu en revoyant ce blondinet et ce caméléon. C'était il y a très longtemps. À l'époque, Maxime n'était qu'un simple prince. Dès leur première rencontre, il avait essayé de piquer l'épée sacrée de Ciel, jusqu'au jour où il s'est fait méchamment malmener par Ciel sur le terrain d'entraînement. Après ça, il a radicalement changé d'attitude. Dès qu'il voyait Ciel, il s'accrochait à sa jambe. Il avait l'air de dire « Si tu ne me prends pas comme disciple, je meurs ici », ce qui rendait Ciel fou de rage. Maxime n'avait aucun talent pour la magie, mais il s'entêtait à vouloir apprendre l'escrime avec lui. Avant sa mort à 24 ans, Ciel avait 2 disciples. Le premier, Flamme, était un enfant des rues à cause du culte des ténèbres, jusqu'à ce qu'il croise par hasard la route de Ciel et devienne son premier disciple. Après avoir élevé Flamme, Ciel s'était dit que de toute sa vie, il ne prendrait plus jamais de deuxième disciple. Mais la vie est pleine de surprises, et accepter Maxime en fut une. Peu de temps après, Maxime a débarqué en larmes chez Flamme. Même si Flamme avait déjà refusé d'innombrables fois, il le suppliait encore de sauver son petit bébé. Face à cette situation, Flamme restait convaincu des lois naturelles de la vie et de la mort, même un petit caméléon ne pouvait y échapper. Mais l'obstination de Maxime dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer. Pour sauver un animal qui n'avait que quelques années à vivre, il est resté à genoux pendant une semaine entière, sans même manger. Ciel avait aussi essayé de le raisonner.
Même si Flamme parvenait à créer un élixir de vie, son animal de compagnie finirait par mourir un jour. Mais la pensée de Maxime était simple. Pour lui, bébé le caméléon était son ami. Il ne pouvait pas abandonner juste parce que c'était son destin. Si son maître et son grand frère Flamme étaient sur le point de mourir, il n'hésiterait pas non plus à supplier les autres de les sauver. C'était un enfant qui considérait chaque vie comme un trésor. C'est alors que Flamme, n'en pouvant plus de tout ce raffut, a finalement mis au point l'élixir de vie. Ce gamin n'arrêtait pas de chialer dehors. Il a failli interrompre mes recherches plusieurs fois. En voyant l'élixir, Maxime fondit de nouveau en larmes, déclarant que Flamme était le meilleur grand frère du monde. Ciel pensait que Flamme avait déjà perdu tout espoir. Après tout, il y a son frère Léon, sa belle-sœur et son neveu étaient déjà morts. Il avait peur que l'espoir ne mène qu'à plus de déception, alors il n'avait jamais osé y croire. Jusqu'à ce que Kiskramov lui révèle la vérité. De retour dans sa chambre, Ciel n'arrivait pas à se calmer. En voyant les cheveux blonds et les yeux rouges du garçon, il avait tout de suite reconnu son sang royal. Mais il n'aurait jamais imaginé qu'il serait le petit-fils de Maxime. Être en vie est vraiment quelque chose d'incroyable. La vérité du passé était enfouie dans les sables du temps. Après avoir eu des nouvelles de ses anciens compagnons, Ciel a décidé d'explorer ce monde par lui-même. Peu de temps auparavant, Ciel avait retrouvé le duc Oberon. Ayant appris que Ciel était souffrant, le duc Oberon a attendu plusieurs jours avant de lui rendre visite. L'enquête que Ciel avait demandée avait déjà porté ses fruits. Près de la résidence du duc Oberon, on avait découvert une garde d'épée ensanglantée et le cadavre d'un serpent noir, ce qui confirmait parfaitement les soupçons de Ciel. Le duc Oberon avait l'air extrêmement anxieux. Mais avant de lui révéler la vérité, Ciel a exigé sa promesse de ne parler de leur accord à personne et de ne pas abuser des connaissances magiques qu'il allait acquérir. Une fois la promesse obtenue, Ciel a enfin commencé à parler de la petite fille du duc. Il lui a tout raconté sur ce qui était arrivé à Ilia. La jeune fille, s'y n'était pas malade, mais victime d'une malédiction. Le duc a alors affirmé qu'Ilia n'était pas le genre d'enfant à s'attirer la haine des autres. Mais Ciel, lui, était convaincu que rien n'est impossible. Les journaux avaient inventé une maladie nommée le nuage noir, mais en fait, son vrai nom est la malédiction du serpent noir. L'objet utilisé pour jeter le sort a été trouvé près du domaine du duc. Comme mademoiselle Elia se trouve dans la capitale, la distance physique avec le médium est assez grande, ce qui explique pourquoi les symptômes apparaissent lentement. Le duc d'Oberon regarda Ciel droit dans les yeux. Ces vérités cachées, c'était bien au-delà de ce qu'un gamin de 12 ans est censé savoir. Ciel continua son explication. Pour lancer une malédiction, il faut du mana, mais il existe une méthode bien plus puissante. C'est le sacrifice de vie. Que ce soit du sang ou de la sève de plante, toute vie sur cette terre contient du mana. Et utiliser des sacrifices de vie pour obtenir du mana, c'est le principe de base de la magie noire. Quelqu'un a utilisé un serpent noir comme sacrifice pour répandre la malédiction qui peut noircir entièrement le corps d'une personne en 1 semaine à 6 mois. Mais le plus terrifiant, c'est qu'un serpent, sa mue, si on laisse faire, la peau et les cheveux d'Elia finiront par tomber comme une mue de serpent. C'est ça, la terreur de la magie noire et de l'église des ténèbres. La rancœur, générée par le sacrifice d'un seul serpent, est suffisante pour lancer une telle malédiction. À cause de ça, pour les gens incapables de faire la différence entre un mage et un mage noir, tout semble dangereux et suspect. Mais pour l'instant, la crise initiale est écartée. Le duc a déjà suivi les instructions de Ciel et a placé l'objet sacré, le médium de la malédiction. Ciel a annoncé qu'il s'occuperait personnellement de le détruire. En entendant ça, le duc d'Oberon était encore un peu sceptique, mais l'instant d'après, une puissante vague de magie a éclaté juste devant Ciel. Un mage de seulement 12 ans, ça a complètement bluffé le duc d'Oberon, qui pourtant en avait vu d'autres. Ce pouvoir mystérieux que maîtrisent les mages leur permet de changer les lois du monde grâce à un savoir infini. Le premier chef de la famille Laxia était d'ailleurs très ami avec les elfes, une race de mages surpuissants. Voyant le duc d'Oberon un peu abasourdi, Ciel expliqua en souriant qu'il se rendrait personnellement à la capitale pour régler tout ça. Même si lever la malédiction n'est pas une mince affaire, pour le Ciel d'aujourd'hui ce n'est qu'une simple formalité. Cette conversation nocturne avec Ciel laissa le duc d'Oberon sans voix un long moment. Une crise qui lui paraissait insurmontable, Ciel l'avait gérée avec un calme déconcertant, planifiant déjà la suite, enquêter sur les cours d'eau. L'eau peut servir de catalyseur pour la magie. Donc, entre l'objet maudit et Elia, dans la capitale, il doit forcément y avoir un cours d'eau qui les relie. À ce moment, Ciel était l'incarnation même de la confiance. Ses yeux brillaient et ses paroles étaient remplies de logique et de sagesse. Le duc d'Oberon avait l'impression de voir une nouvelle étoile se lever sur l'Empire. Il tira sur sa cigarette d'un air songeur. Pour soigner sa petite fille, il avait consulté d'innombrables guérisseurs, mais aucun ne l'avait autant secoué que Ciel.
Détecter la malédiction d'Elia à des milliers de kilomètres, avoir toutes les informations en main et pourtant ne proposer au début qu'une solution préliminaire, tout ça pour prendre en douceur le contrôle de la négociation. L'espace d'un instant, le duc d'Oberon a eu l'impression de ne pas faire face à un enfant, mais à un leader d'une grande sagesse. Au même moment, Ciel se rendit au bureau pour dire à son grand frère Michel que le dîner était servi. En voyant sa petite sœur, Michel lui demanda quand elle comptait partir pour la capitale. Maintenant que la famille était de retour sur les rails, lui, en tant que grand frère, n'avait plus à s'inquiéter pour l'argent. Il pourrait accompagner son frère et sa sœur. Le tournoi d'escrime de Redi se terminant dans environ un mois, Michel avait décidé d'emmener son frère et sa sœur faire une énorme virée shopping. Pour Ciel qui allait au palais, il fallait bien lui acheter au moins 100 ou 80 nouvelles tenues. Bon, il y avait des choses plus urgentes que le shopping. Mais Ciel décida de ne pas inquiéter Michel pour l'instant et de lui en parler plus tard. À table, la place de Redi était toujours vide. Ce gars était tellement obsédé par son entraînement à l'épée que si Robin ne lui apportait pas à manger, il crèverait probablement de faim sur le terrain. Le Redi d'aujourd'hui lui rappelait son ancien lui. En y pensant, Ciel se sentit un peu mal à l'aise. Même si Michel s'y était fermement opposé, Redi avait quand même décidé de quitter l'école. Officiellement, il en avait marre des cours, mais au fond de lui, Michel savait très bien qu'il avait abandonné par peur que la famille ne puisse pas payer ses frais de scolarité. Et maintenant que la situation familiale s'était améliorée, Redi avait un nouvel objectif. Il voulait devenir un garde royal. Pour réaliser ce rêve, il s'entraînait jour et nuit. Un retour, après 80 ans, Ciel ressentait toujours une douce familiarité. Ce temple, bien que complètement en ruine, avait été le témoin de sa naissance glorieuse. Peu de temps avant, Redi était rentré tard au manoir après un long entraînement. Dans le couloir, en pleine nuit, il est tombé sur sa petite sœur Ciel qui lui barrait la route. Comme son frère était toujours introuvable à force de s'entraîner, Ciel n'avait pas eu d'autre choix que de lui tendre une embuscade sur le chemin de sa chambre. Quoi qu'il en soit, sauter le dîner, c'était hors de question. En voyant Redis maintenant, Ciel pensait à elle-même à l'époque, négligeant sa propre vie pour un objectif. Incapable de dire non à sa petite sœur, Redis a dû promettre qu'il ferait plus attention à l'avenir. Mais Ciel, curieuse, lui demanda pourquoi il avait quitté l'école. Même si la famille avait maintenant les fonds nécessaires, Redi ne voulait pas retourner à l'académie. Face à l'insistance de Ciel, Redi s'est contenté de lui pincer la joue en disant « Ce sont des histoires de grands, ne t'en mêle pas ». Malgré tout, Ciel sentait que quelque chose clochait. S'entraîner si longtemps et si durement, même sans surveillance au manoir du duc, un type comme Redis, pour quelle raison avait-il vraiment quitté l'école ? Le jour du départ du duc d'Oberon arriva vite. Inquiet que Michel n'ait personne pour le former, le duc lui a envoyé le tuteur qui s'était occupé de l'éducation de son propre fils et héritier. Avant de partir, il a insisté pour que Michel et lui se rendent de visite régulièrement sur leurs terres respectives. Après tout, on n'apprend pas tout dans les livres. De plus, Redis allait bientôt participer au tournoi entre les Calestes, donc il se reverrait très vite dans la capitale. Craignant que la famille Laxia n'ait pas de résidence dans la capitale, il les a même gentiment invités à séjourner au manoir d'Oberon. À ce sujet, Ciel n'avait qu'une seule question. Est-ce que l'empereur actuel, Sa Majesté Maxime, assisterait au tournoi d'escrime ? Mais le duc n'en était pas sûr non plus. Après tout, l'empereur actuel était déjà très âgé. En entendant ça, Ciel fut soulagée. Tant qu'il est en vie, tout va bien. Elle voulait juste l'apercevoir de loin, ce vieil ami qu'elle n'avait pas vu depuis 80 ans. Peu après, le duc se mit officiellement en route pour la capitale. Il chargerait son troisième petit-fils, Cayork, de s'occuper de l'accueil des 3 frères et sœurs à leur arrivée. Le soir, Ciel a réuni les serviteurs et les chevaliers qui étaient revenus au service de la famille. En voyant la famille Laxia reprendre du poil de la bête, il s'est félicité de la décision de Robin. Très vite, elle a annoncé son départ imminent pour la capitale. Elle leur a demandé de s'occuper de tout à la maison. En retour, les serviteurs, de nouveau au service de la famille, ont promis de redonner un coup de neuf au manoir. Le tournoi d'escrime de Caleste, organisé régulièrement par le duc Beta, attire généralement une foule de participants venant des 5 grandes familles ducales. Vu la situation mondiale, il a décidé qu'elle devait voir les choses de ses propres yeux. Quelques jours plus tard, dans la demeure du duc Oberon, dans la capitale, à l'instant même où elle a vu le duc, une servante l'a mise au courant de l'état d'Ilia. Apparemment, depuis qu'elle suit le traitement de Hill, la santé de la jeune fille s'améliore de jour en jour. Et à l'instant où elle a vu son grand-père, Ilia était aux anges. Mais même si son état s'améliorait, les taches noires qui n'avaient pas encore disparu de sa peau ont provoqué un violent pincement au cœur du duc Oberon. Il savait que beaucoup de gens en voulaient à sa famille, mais s'en prendre à une enfant si pure et fragile, ça, c'était dépasser les bornes pour le duc Oberon.
Il fallait absolument démasquer le coupable. Pendant ce temps, en apprenant l'arrivée de son grand-père, le troisième petit-fils du duc Oberon, Caillouc, s'est empressé de venir le saluer. En voyant son grand frère, Ilia était folle de joie. C'est à ce moment que le duc Oberon a abordé le sujet de l'accueil de la famille du duc Laxia. Il a particulièrement insisté sur le cas de Hill. C'est là que Caillouc s'est souvenu de cette fameuse servante de la famille Laxia, celle dont on n'entendait pas beaucoup parler. Il ne savait pas trop pourquoi, mais son grand-père lui lançait un regard du genre « Je compte sur toi ». Balfranc, la capitale de l'Empire, était particulièrement prospère, grâce à la gouvernance commune des 5 grands-ducs. Ça faisait 80 ans que Hill n'était pas revenu. Les marchés animés, les places immenses, même s'il y avait encore beaucoup de choses qui laissaient à désirer, il se sentait quand même chez elle. Seul le temple, aujourd'hui en ruine, n'avait plus rien de sa splendeur d'antan. Depuis que Hill avait vaincu le dieu démon dans sa vie antérieure, le nombre de pèlerins avait diminué de jour en jour. Allez savoir pourquoi. Hill ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de tristesse. Peu de temps après, tout le monde est arrivé à la demeure du duc Oberon dans la capitale. En voyant la grande cérémonie d'accueil qui les attendait, le duc Michel, lui qui avait connu des jours sombres, en est resté bouche bée. Le frère et la sœur ont tout de suite pensé que se retenir de rire était un véritable défi. Le soir, la cheminée crépitante rendait la pièce super confortable. Ses 2 grands frères étaient déjà partis s'inscrire au tournoi d'escrime, ce qui laissait à Hill un rare moment de tranquillité pour souffler un peu. Elle lisait le journal qui parlait du tournoi d'escrime de Caleste. Le tournoi faisait couler beaucoup d'encre. Des qualifications jusqu'à la finale, la série de duels entre les jeunes participants promettait un spectacle passionnant. Hill se disait en douce que si Rhédis devenait champion et rencontrait Sa Majesté l'Empereur, elle pourrait l'accompagner en tant que membre de sa famille. Elle commençait déjà à trépigner d'impatience à l'idée de revoir la tête que tirerait ce pleurnichard de Maxime. C'est alors qu'un serviteur est venu annoncer une visite. Même si Hill a répondu que ce n'était pas le bon moment pour recevoir, en apprenant qu'il s'agissait de Caillouc, elle a changé d'avis. En tant que contact désigné par le grand-duc Oberon, il souhaitait s'entretenir avec Hill en privé. Que ce soit un ordre du duc ou juste son idée à lui, Hill n'en savait rien, mais ça a suffi à piquer sa curiosité. Elle avait bien envie de voir ce que ce gamin de la famille Oberon avait dans le ventre. Penser que la génie qui dominait autrefois l'Empire était maintenant prise pour une groupie écervelée. Face à Caillouquet, avec son ego surdimensionné, il a complètement craqué. Peu de temps avant, en apprenant que le 3e fils du duc Oberon la cherchait, il a à peine hésité avant de décider d'aller voir de quelle espèce il était. Pendant ce temps, Caillouquet Yaz attendait patiemment dans le salon. Il s'est regardé dans le miroir, toujours aussi beau gosse aujourd'hui, et sa tenue était parfaite. Elle mettait en valeur son physique irréprochable. Il repensa à ce que son grand-père lui avait demandé, bien s'occuper de Laxia, la 3e dame de compagnie. Même si ses paroles laissaient entendre qu'elle n'était pas n'importe qui, au fond de lui, Caillouquet continuait de considérer Hill comme une banale fillette de 12 ans. Il espérait juste que son coup de foudre pour Gale n'allait pas causer de problèmes à tout le monde. C'est à ce moment-là que Hill fit son apparition devant Caillouquet. Caillouquet a aussitôt renvoyé les gardes et a salué poliment Hill. Mais son baise-main a laissé Hill complètement abasourdi. Le baise-main est généralement un signe de respect envers un aîné ou un invité de marque, mais il peut aussi servir à exprimer une affection discrète. Quoi qu'il en soit, Hill trouvait Caillouquet vraiment trop bizarre. Heureusement, grâce à sa formation de dame de compagnie, elle a décidé de l'observer en douce pour commencer. Mais le calme de Hill, ça a laissé Caillouc complètement paumé. D'habitude, quand il montrait de l'intérêt, même si les filles ne sautaient pas de joie, elles étaient au moins censées rougir un peu, non? Croyant que Hill n'avait pas saisi l'allusion, Caillouc a décidé d'être un peu plus direct, prétextant avoir peur que Hill se sente seul pour lui proposer une visite de la résidence. Il a dit ça avec un sourire en coin, persuadé que c'était dans la poche. Mais Hill, à peine les mots sortis de sa bouche, a refusé l'invitation sans détour. Il l'a même regardé comme si c'était un débile. La Caillouc n'en pouvait plus. Pensant que sa présentation avait foiré, il a jugé bon de préciser que ses hobbies étaient les nombres impairs et l'admiration de son propre visage. Bon, s'admirer soi-même, y a pas de mal, mais le crier haut et fort comme ça a quand même fait tiquer Hill. On aurait dit un crétin lumineux. Hill était complètement scié. Il s'est dit que s'il le croisait au concours de construction, il le tabasserait jusqu'à ce que des bulles de morve lui sortent du nez. À ce moment-là, Caillouc, lui, était mort de curiosité au sujet de la relation entre Hill et son grand-père. Hill n'avait aucune intention de lui expliquer et lui a dit cash d'aller demander lui-même au duc Oblong. Heureusement, un garde est arrivé pour dire à Hill que Arène était revenu, sinon il sentait vraiment qu'il n'allait plus supporter cette discussion. Et Caillouc a donc loupé son coup.
En tant que contact désigné par le duc, il a juste lâché un « si t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles » avant de tourner les talons. Peu après, Caillouc s'est joint aux 3 frères et sœurs Laxia pour le dîner. Il avait de toute évidence reçu l'éducation supérieure de la maison ducale. Ses politesses avec Michel étaient de juste ce qu'il fallait, un contraste énorme avec son attitude lorsqu'il était seul avec il. Même si il ne comprenait pas pourquoi le duc Oblong avait envoyé ce type, son attitude de pont qui fait la roue commençait sérieusement à lui taper sur les nerfs. Le Taillouk Oblong. Franchement, merci, ça m'a bien retourné l'estomac. Après le dîner, il a demandé à une servante de préparer le thé et des rafraîchissements. Le duc Oberon, l'un des 5 grands ducs, ne plaisante pas avec l'hospitalité, même le thé servi est hyper classe. Très vite, Caillouc arrive, ponctuel comme une horloge. Même si Chil ne peut pas le blairer, elle a besoin de ses infos. Et Caillouc, de son côté, se montre très pro en voyant l'invité d'honneur du manoir ducal. Il assure qu'il fera de son mieux pour satisfaire les demandes de Chil. On voit bien l'éducation d'un héritier, il sait mener la conversation. Face à un Caillouc un peu surpris, Chil commence à revoir ses préjugés. Ok, il est un peu matu-vu, mais au fond, il n'a pas l'air méchant. Il papote de tout et de rien. Même si elle venait souvent à la capitale avant, c'est la première fois pour ce corps-là. La capitale a bien changé en quelques années. L'air de rien, Chil aborde le cas d'Elia en faisant semblant de ne rien savoir. En parlant de ça, Caillouc a l'air emmerdé. Il balance que la plupart des soi-disant guérisseurs sont des charlatans avec leurs remèdes secrets de famille. C'est là que Chiel apprend un truc de fou. Les mages, dont le savoir se transmettait partout sur le continent, sont sur le point de disparaître complètement. La magie, qui était autrefois une matière officielle à l'académie, a été supprimée il y a plus de 10 ans. En entendant ça, Chil fait de son mieux pour rester calme. En gros, ça veut dire que les mages actuels ne peuvent absolument pas s'intégrer dans l'Empire. Même Caillouc ne sait pas pourquoi. Chil change vite de sujet, se réjouissant de la guérison de Mademoiselle Elia, ce qui soulage aussi beaucoup Caillouc. Pendant un temps, les symptômes d'Elia ont terrorisé toute la famille. Son corps était couvert de plaques noires, ce qui a donné à Caillouc des cauchemars à répétition. Il rêvait que sa sœur était allongée sans plus jamais se réveiller. Maintenant qu'elle va mieux, une chape de plomb s'est levée du manoir. Mais visiblement, Caillouc n'est pas au courant que sa sœur est maudite. Le duc Oberon a bien gardé le secret. Chil passe alors aux choses sérieuses et parle de la boîte que le duc a fait d'envoyer à la capitale. À ce sujet, Caillouc se la pète direct en disant que c'est uniquement grâce à lui que la boîte a été retrouvée. En entendant ça, Chil est tout de suite intéressée. Elle lui demande direct les détails de la recherche. La boîte a été trouvée près du puits, dans l'arrière-cour du manoir. Il y avait une zone où la terre avait clairement été retournée récemment. Une simple caisse en bois enveloppée dans un tissu. Mais en entendant ça, Chil change de tête. C'est tout ce que Caillouc sait. L'objet super important utilisé pour maudire la petite fille du duc était emballé à l'arrache, enterré sans la moindre mesure de sécurité et sans même essayer de cacher les traces. Toute l'affaire semble louche, tellement c'est facile. Ça rend Chil méfiante. Elle se dit qu'il y a une taupe chez les Oberon et que cette boîte n'est probablement qu'un leurre pour détourner l'attention. En pensant à ça, Chil demande à examiner le contenu de la boîte, mais Caillouc, un peu surpris, refuse sa requête. Caillouc refuse la demande de Chiel uniquement pour que Chiel lui flanque une raclée. Une demande aussi tordue, Chiel n'avait jamais vu ça de sa vie. Quelques instants plus tôt, Chil voulait juste voir la preuve de la malédiction, mais Caillouc l'a envoyé bouler. Chiel n'y comprend absolument rien. Pourtant, tout ça, c'est pour Elia. Mais Caillouc, il en a soupé de ce genre de discours. C'est pour Elia, c'est exactement ce que disaient les charlatans qui la viraient avant. Ils sortent tous la même rengaine. Même quand Chil essaie de mettre la pression en parlant du duc, Caillouc reste de marbre, l'air de dire « vas-y, essaie pour voir ». En vérité, il se fiche complètement de cette boîte. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est ce que le duc a dit, que Chil était destiné à devenir quelqu'un d'exceptionnel. Il est donc venu la jauger. Et même si elle fait preuve d'un calme et d'une maturité hors du commun pour Caillouc, ça s'arrête là. Il pense même qu'elle embobine son grand-père un peu naïf. Il la regarde donc avec un mépris total. Les faibles n'ont pas le droit d'exiger quoi que ce soit. En entendant ça, Chil est soulagé. D'un coup, tout devient plus simple. Il veut juste se faire démolir, c'est ça ? Va chercher ton arme. Sur le terrain d'entraînement, Caillouc a l'impression de rêver. Depuis tout à l'heure, Chil ne lui a pas adressé un seul mot. Elle s'échauffe dans son coin. Lui qui manie l'épée depuis tout petit n'a jamais connu la défaite face à des jeunes de son âge. Il se dit que Chil pique une crise juste parce qu'il l'a provoquée. Et ça le déçoit un peu. Pour éviter de la blesser, Caillouc était prêt à annuler ce combat ridicule. Mais le regard déterminé de Chil montre qu'elle ne lâchera pas l'affaire. La raclée que Caillouc a commandée, il va la recevoir, et pas à moitié. Les règles du duel sont simples. Faire tomber l'arme de l'adversaire ou le pousser hors du terrain, et c'est la victoire. Le combat commence,
Et Cailleach ne veut pas perdre de temps, il vise le chaos direct. Il fonce sur Chiel en un éclair et se retrouve devant elle en un clin d'œil. Il lève bien haut sa longue épée, fier de sa vitesse légendaire. Il est persuadé que le combat sera terminé une fois son épée abattue. Mais l'instant d'après, Chiel esquive son attaque, lui, le génie si fier de son talent, se fait traiter de mauviette par Chiel. Et juste après, sa propre faille se transforme en douleur pure, en une fraction de seconde, et c'est comme si des centaines de lames le lacéraient. Au moment où l'épée en bois de Chiel s'écrase sur son épaule, Cailleach voit des étoiles. Pourtant, la douleur, elle, est bien réelle. Il regarde Chiel. Ses mains sont parfaitement lisses et délicates. Aucune trace de quelqu'un qui aurait pratiqué l'épée. Il ne pense pas que sa technique ait des failles, c'est juste que Chiel est beaucoup trop rapide. Tellement rapide qu'il n'a même pas le temps de réagir. Sa fierté de gosse de riche l'empêche d'abandonner si facilement. Il se démène pour parer les attaques de Chiel. Mais Chiel se retient visiblement, ce qui lui donne encore plus l'impression d'être une souris jouant avec un chat. L'instant d'après, Cailleach lève la main et abandonne sans la moindre hésitation. De retour à l'intérieur, Cailleach n'arrête pas de crier que ça fait un mal de chien. Chiel ne peut que lever les yeux au ciel. « Si tu m'avais donné la boîte tout de suite, on n'en serait pas là. Fallait vraiment que tu te prennes une raclée pour être raisonnable. » Mais Chiel a la flemme de continuer à lui faire la morale. Après avoir examiné la boîte, elle est certaine de pouvoir guérir Elia. C'est seulement, à ce moment-là, que Cailleach apprend que sa sœur est victime d'une malédiction. Les visites fréquentes du duc Oberon sur les terres du duc Laxia, c'était juste pour rencontrer la fille en face de lui. Pour conclure ce marché, d'un coup, Cailleach a l'impression d'avoir été un véritable clown depuis le début. Peu après, Chiel part voir Elia. On ne peut plus attendre pour la malédiction. Le duc Oberon ordonne aussi à ses gardes d'apporter à Chiel tout ce dont elle a besoin. À l'intérieur se trouve la meilleure épée du manoir Oberon. Après l'avoir enchantée avec de la magie, Chiel la donne à Cailleach. Tout à l'heure, quand j'ouvrirai cette boîte, la malédiction va foncer droit sur Elia. À ce moment-là, tu devras protéger Elia et transpercer ce serpent maudit avec l'épée, pour éviter de la blesser par accident. Hill a ordonné aux 2 gardes qui l'accompagnaient de ne surtout pas faire de mouvements brusques. À peine entré dans la pièce, l'intense aura de la malédiction l'a même surpris, lui. Heureusement, la relique sacrée trouvée par le duc était assez puissante. En regardant Elia profondément endormie, il a de nouveau lancé un sort de sommeil profond sur elle. Et maintenant, place à la levée officielle de la malédiction. Au moment où Hill a ouvert la boîte contenant l'objet maudit, une aura noire s'est répandue, faisant ressentir à toutes les personnes présentes une pression oppressante. Mais la malédiction ne s'est pas arrêtée là. La puissance du sortilège a traversé le plafond et s'est instantanément transformée en un serpent noir géant dont les pupilles froides et verticales se sont mises à briller. Il s'est précipité droit sur Elia. Heureusement, Cailleach est intervenu à temps avec une longue épée sur laquelle Hill avait apposé un sort. Le serpent géant, repoussé, a de nouveau ouvert ses crocs en direction de Cailleach. Le comportement anormal de l'objet maudit a poussé Hill à réexaminer les runes gravées. L'instant d'après, il a été assisté à une scène incroyable. La malédiction ne visait pas Elia, mais toute la famille Oberon. À ce moment-là, Cailleach, à court d'endurance, était sur le point de lâcher. Voyant le serpent géant plonger à nouveau, au moment critique, Hill a heureusement détruit le cœur de la malédiction juste à temps. Une fois tout réglé, le duc s'est précipité à l'intérieur. Heureusement, tout le monde était sain et sauf. Elia s'est également réveillée. Elle était sur le point de le faire de toute façon, mais Hill l'a forcée à dormir quelques heures de plus avec un sort, ce qui a rendu la jeune demoiselle un peu vaseuse à cause de l'excès de sommeil. Maintenant que le chapitre de la malédiction du serpent noir est clos, après confirmation du guérisseur, la demoiselle Elia était complètement tirée d'affaire. Alors que les nuages sombres qui planaient sur la maison du duc Oberon se dissipaient, le regard du duc envers Hill était rempli de gratitude. Mais Hill a simplement fait un geste de la main, ramenant tout ça à leur marché. Il ne voulait pas que tout le monde se sente sous pression. Pourtant, le duc comprenait très bien la bonté de Hill. Même s'il devait être le tuteur de Laxia, et même si Laxia était tombée en disgrâce, il n'était absolument pas obligé de se donner autant de mal pour lever sa malédiction. Il aurait pu trouver d'autres tuteurs. En choisissant d'aider les autres à sa manière, Hill, aux yeux du duc, n'était rien de moins qu'un ange descendu du ciel. Suite à cela, le duc Oberon a déclaré qu'il continuerait à remplir ses fonctions jusqu'à ce que Michel achève officiellement sa cérémonie de succession. C'est à ce moment que Cailleach a enfin compris ce que son grand-père entendait par « personne hors du commun ». Quelle était la véritable puissance de cet homme? Mais soudain, le visage de Hill est devenu grave. L'affaire de la malédiction n'était pas encore complètement terminée. Normalement, une malédiction vise une personne en particulier, mais celle qui a frappé les Oberons ciblait toute la famille.
La maison ducale a une longue histoire et il est difficile d'identifier tous les ennemis potentiels qui se cachent dans l'ombre. Cependant, la manière négligée dont l'objet a été enterré a fait penser à Hill que cet incident n'était qu'un test. La famille ducale risquait de faire face à une malédiction encore plus terrifiante. Face à cela, Hill a généreusement proposé de les aider à nouveau la prochaine fois. Pendant ce temps, le guérisseur en chef de la famille du duc de Bron s'était retrouvé, il y a peu, dans une grave crise financière à cause de dettes de jeu. C'est alors que quelqu'un l'a approché. S'il acceptait d'enterrer cette boîte, on lui verserait 3 millions de pièces d'or. Lorsqu'il a réalisé que son acte risquait d'être découvert, anxieux, il s'est immédiatement préparé à retourner au manoir du duc pour obtenir des informations. Au moment où il s'est retourné, un chat est soudainement apparu dans son champ de vision. L'instant d'après, les pupilles du chat noir sont devenues yeux rouges. Sans savoir comment, il s'est retrouvé debout sur le garde-fou d'un pont, la fleur inaccessible qui brillait dans l'Empire il y a 80 ans, a complètement transformé Caillouk en pot de colle qui harcèle Hill tous les jours avec son violon. Pendant ce temps, l'empereur Maxime est tombé soudainement malade. En apprenant la nouvelle, Kisker était extrêmement anxieux. Mais à l'instant où il est entré, il s'est fait réprimander pour le bruit de ses pas. L'impératrice Europa est née dans la famille Cortés, l'une des 5 grandes familles ducales. Kisk est l'oncle du second prince. Après la mort mystérieuse de ce dernier, il a assumé ses responsabilités au palais impérial. Pour ne pas déranger son grand-père, Kisk s'est contenté de s'incliner en silence. Voyant que son grand-père était toujours inconscient, Kisk s'est tourné vers les conseillers présents, mais tous évitaient allier son regard. Eux non plus ne connaissaient pas la cause de la maladie. Ils se sont contentés de tirer la couverture de l'empereur vers le bas. La peau, autrefois pâle et vieillie de l'empereur, était maintenant couverte de taches noires. Mais les conseillers ne connaissaient absolument rien à de tels symptômes. Face à l'angoisse de Kiske, ils se sentaient donc tout aussi impuissants. L'impératrice Europa a regardé Kiske et l'a invité à parler à l'extérieur. Contrairement à Kiske, qui voulait désespérément guérir l'empereur, la femme s'est contentée d'ordonner à ses subordonnés d'informer la famille impériale et les politiciens de se préparer au pire. Chacun de ces mots sous-entendait qu'elle était prête à prendre le contrôle de la famille impériale, et le regard fuyant des conseillers tout à l'heure, c'était parce que, depuis le début, cette femme n'avait jamais eu l'intention de chercher un remède. Le visage de Kiske s'est assombri. S'il le pouvait, il aurait adoré arracher le masque hideux de ce visage d'Europa. Heureusement, un garde l'a arrêté à temps, lui conseillant que ce n'était pas le moment de se battre contre elle. Mais le silence de Kiske n'a fait que rendre Europa encore plus insolente, lui disant carrément que s'il tenait tant à le soigner, il n'avait qu'à y aller lui-même. Au cas où l'empereur se réveillerait et te nommerait prince héritier, qui sait ? Bien sûr, comparé à un braillard comme toi, notre Casadin est bien plus apte à devenir prince héritier. Le ton moqueur de la femme est devenu encore plus flagrant. Plus personne ne croyait que l'empereur se réveillerait. Elle avait déjà prévu de rencontrer l'archevêque de l'Empire, attendant juste le moment où l'empereur rendrait son dernier souffle. Au moment où Kisk s'apprêtait à partir, un conseiller s'est précipité vers lui. Concernant la maladie de l'empereur, il y avait une chose qui l'intriguait. Les symptômes de l'empereur étaient exactement les mêmes que ceux de la jeune demoiselle de la maison ducale au Bron. Et récemment, la nouvelle de sa guérison s'était répandue. Bien que cela puisse paraître absurde, même avec la plus infime des chances, Kiske a décidé de se rendre personnellement à la maison ducale au Bron pour trouver des indices. Pendant ce temps, la malédiction de mademoiselle Ilia étant terminée, il était complètement détendu. Si seulement Caillouk pouvait arrêter de jouer de son violon. Ces derniers jours, il n'arrêtait pas de coller Hill au point de le rendre presque fou. L'explication de Caillouk, il considérait Hill comme un ami. Il a aidé Michel à postuler pour une bourse pour jeunes talents et s'entraîne à l'épée avec Redis tous les matins. Face à ça, Hill a juste levé les yeux au ciel pensant « Ce sale gosse n'y comprend rien ». C'est alors qu'un carrosse approchant du manoir a attiré l'attention de Hill. C'était le carrosse de la famille Cortés, avec à sa tête une personne à l'air arrogant et autoritaire. Il se ferait un chemin dans la foule qui lui bloque la route. Eyu, le touriste, assiste à la scène, mais pour lui, c'est monnaie courante. Les chiens de chasse, c'est le surnom que tout le monde donne à la famille Celte. Parmi les 5 grands-ducs, c'est Celte qui a formé le plus de gardes royaux. En dehors de la famille impériale, peu importe leur statut ou leur rang. Ils ont tous l'habitude de montrer les crocs. Ils sont même allés jusqu'aux mines de l'Axia. Il n'a plus envie d'en entendre davantage. La famille Celte, bof, rien d'impressionnant au final. Robin apporte le journal du jour. Dedans, le bras droit de l'empereur reste bouche cousue sur l'état de santé de Sa Majesté. Il se tourne vers Caillouk. « Sa Majesté ? Il ne va pas bien ?» Mais il se ravise aussitôt. Après tout, Maxime a déjà 99 balais.
Si son héritier n'était pas mort prématurément, laissant derrière lui un petit-fils bien trop jeune, un empereur normal aurait abdiqué depuis une belle lurette. En pensant à ce compagnon avec qui il a tant partagé, et qui doit maintenant vieillir comme un arc-en-ciel qui s'estompe, il a le cœur lourd. Il voudrait le revoir, ne serait-ce qu'une fois, même de loin. On veut toujours savoir si nos vieux potes vont bien. C'est à ce moment-là qu'un garde vient annoncer qu'un visiteur est arrivé au domaine et qu'il demande à voir Hill en personne. Pendant ce temps, Kiske a déjà confirmé via le grand-duc Oberon que les symptômes de l'empereur sont identiques à ceux de la mère d'Ilia. Par un heureux hasard, la jeune fille se trouve toujours au manoir du duc. Les choses se passent encore mieux que prévu. Mais le nom prononcé par le duc Oberon laisse Kiske pensif. Île de Laxia. Le même nom que le magicien qu'il a croisé dans les jardins du palais. Mais après réflexion, ça lui paraît peu probable. Quant à cette jeune fille qui a surgi dans ses pensées, Kiske arrête très vite de se faire des films. Pour l'instant, la priorité absolue, c'est de guérir son grand-père. La porte de la chambre s'ouvre et la voix qui s'en échappe laisse Kiske complètement figé sur place. Le temps d'un regard, ils sont tous les deux sous le choc. Mais Hill reprend vite ses esprits. Il s'incline simplement et lentement devant l'actuel prince héritier. C'est à ce moment que le duc Oberon les appelle tous dans la cour pour discuter. Un instant plus tard, Kiske décrit brièvement les symptômes de l'empereur et Hill devine immédiatement qu'il s'agit de la malédiction du chagrin d'amour. Il se demandait justement quel taré aurait pu se servir de la famille du duc Oberon comme cobaye. Il n'aurait jamais imaginé que la véritable cible du coupable était l'empereur lui-même. Mais avant même que Kiske ne puisse le demander, il promet de tout faire pour réveiller complètement l'empereur, peu importe la méthode. Ses paroles, telles une douce brise, dissipent la peur enfouie au plus profond du jeune homme. En voyant le sérieux de Hill, Kiske ne peut s'empêcher de le prévenir. En cas d'imprévu, les conséquences seraient dramatiques. Face à cela, le duc Oberon n'hésite pas une seconde. Il affiche sa pleine confiance en Hill. Même si beaucoup de choses lui échappent, dans la situation actuelle, Kiske n'a pas d'autre choix que de croire en Hill. Une fois le duc Oberon parti, les deux se détendent un peu. Ils s'étaient déjà vus dans les jardins du palais et Kiske avait choisi de garder le secret. Mais Kiske trouve étrange l'attitude de Hill à son égard. Le fait qu'il soit le prince héritier ne change absolument rien. Même si révéler son identité de magicien est dangereux, Hill estime que si c'est pour sauver quelqu'un, il se fiche des conséquences. Pour Kiske, qui a grandi au milieu des complots du palais, l'envie de toucher l'âme si chaleureuse de Hill se fait sentir. Très vite, les gardes préparaient la calèche. Il allait voir de ses propres yeux la malédiction de Maxime. L'avancée semble plus rapide que ce que Hill avait prévu. En revoyant enfin son vieil apprenti, son visage trahit son inquiétude. À ce rythme, il était bien possible qu'il ne le reconnaisse même plus à son réveil. À cette pensée, il décide de chercher immédiatement le support de la malédiction. Très vite, après avoir retourné tous les canaux d'eau du palais, les deux sont presque KO. En regardant le ruisseau devant lui, il a une autre idée. Ignorant les protestations de Kiske, il enlève aussitôt ses chaussures et entre dans l'eau. En voyant ses pieds fins et blancs, Kiske pique un phare. La magie de Hill se diffuse dans l'eau. Il ne tarde pas à sentir l'aura de la malédiction. Mais à cet instant, il manque de tomber. Heureusement, Kiske le rattrape juste à temps. Ce contact physique soudain fait aussi rougir Hill. Heureusement, ce n'est qu'un surmenage dû à une consommation excessive de magie. En suivant la direction indiquée par le doigt de Hill, il découvre qu'il s'agit du palais de la seconde concubine impériale d'Europa.